Cher écrivain, bienvenue. Vous venez de pousser la porte du club où on discute d'écriture sans filtre. Je m'appelle Chris Vuklizevic, je suis autrice et j'ai réuni avec moi dans ce club 4 de mes amies écrivaines. Ensemble, on discute sans tabou de nos inspirations, de nos méthodes, mais aussi de nos doutes, de nos galères, bref, de tout ce qui fait la fabrique littéraire sans cacher ses côtés les moins glamour. Alors prenez un thé chaud, attrapez votre meilleur plaid et bienvenue au club. Et bienvenue à la 19e réunion du club. Je suis comme d'habitude avec Léa. Coucou. Laure. Salut. Marie. Hello. Et Laetitia. Hello. Et c'est la dernière réunion de l'année 2023. On a été très contente de passer cette année ensemble et avec vous. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Je crois que sur YouTube, on a dépassé les 600 abonnés. En tout, on est à plus de 20 000 écoutes. Donc voilà, merci à chaque fois pour vos écoutes, vos commentaires, vos partages. On lit tous les commentaires, on y répond. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire ce soir, puisque c'est un épisode FAQ, foire aux questions. On a récupéré vos questions par divers canaux sur les commentaires de nos vidéos YouTube, via des FAQ sur Instagram. Et on a eu plein de petites questions auxquelles on va pouvoir répondre ce soir autour de l'écriture. Alors avant ça, on va faire un petit bilan de notre année 2023. Alors, les filles, ce que je voulais vous demander, c'est cette année, quel est en gros votre plus gros point positif et votre plus gros point négatif avec l'écriture? Donc, un moment d'écriture qui vous a fait hyper plaisir, un moment qui vous a marqué, une fierté que vous avez, ou voilà, quelque chose qui vous a plu dans l'écriture cette année, et un point qui, au contraire, voilà, vous a marqué, mais dans le sens négatif, ou votre plus grosse galère d'écriture. Un petit tour de table. Qui commence? Vas-y, je peux commencer, Laure, comme ça ce sera vas-y. fait. Moi, c'était vraiment pas une année faste d'écriture. Donc, vraiment, j'ai galéré sur les trucs de motivation. On y reviendra tout à l'heure sur l'épisode préféré, etc. Enfin, voilà, j'aurais des choses à dire aussi. Mais par contre, ce qui m'a fait le plus plaisir, en fait, c'est toujours... en fait, je reçois toujours des petits kudos. Donc, c'est pas tellement un truc sur l'écriture, mais... enfin actuelle que j'ai faite en 2023, mais sur plutôt le retour. En fait, j'ai toujours des textes qui sont entre guillemets actifs sur Archive of Our Own, et de temps en temps, je reçois un petit mail pour dire quelqu'un a mis un pouce, genre en gros, et c'est vraiment le petit truc. Enfin voilà, en fait, c'est quand même des petits leviers, des petits trucs de motivation qui arrivent et qui, enfin voilà, c'est mon petit perks. Trop bien. Léa, tu veux enchaîner? Ouais, carrément, je peux enchaîner. Alors moi, le plus plaisant, c'est que cette année, j'ai réussi à écrire un chapitre très poétique. C'était assez dur à écrire pour moi et je suis super fière d'y être arrivée. Voilà. Et le moins plaisant, clairement, c'est d'être totalement bloqué sur la structure de ce que je veux raconter et d'être totalement bloqué sur le milieu de mon histoire. Comme je le disais tout à l'heure, comme je vous le disais tout à l'heure hors épisode, j'ai un gros problème sur le milieu. J'ai toujours les débuts, j'ai toujours les fins, j'ai jamais le centre. Et ce qui est fou, c'est que il y a quelques semaines, je me suis mis à écrire une fanfiction. Et j'ai tout ce soir là, à l'heure où on enregistre cet épisode, j'ai tout. Donc j'ai 7 chapitres, 10 000 je sais plus combien de signes, mais beaucoup de signes en tous les cas, une trentaine de pages, et j'ai pas le milieu. Genre, il me reste un paragraphe à écrire et c'est vraiment le milieu du milieu de l'histoire, et j'ai un problème avec ça. Donc le moins plaisant, c'était de prendre conscience de ce truc-là. Voilà, il va falloir que je travaille dessus. Marie? Alors moi, le plus plaisant, c'est que j'ai commencé l'année en écrivant un roman et que je termine l'année en écrivant un roman. Mais le moins plaisant, c'est que c'est pas le même roman. Parce que j'ai écrit à peu près 120 000 signes du roman du début d'année. J'ai patouillé pendant quelques mois avant de l'abandonner. Je pense pas définitivement parce qu'il y a des trucs que j'aime bien, mais je pense que c'est pas le moment. Et je suis partie complètement sur autre chose, un truc qui n'a ni queue ni tête, dans un carnet. On verra ce que ça donne, mais voilà. On va dire que le pire de l'année, c'était vers juin, où je me suis rendu compte que j'étais bloquée. Voilà. Et t'as réussi à rebondir du coup, en partant J'ai embrayé direct sur autre chose en fait. Ouais. J'étais dans mon RER et puis j'ai eu cette idée. Je me suis dit, vas-y, je pars. Ah, t'étais dans un train quand t'as eu ton idée de train? J'étais dans mon RER complètement déprimée et puis j'ai eu cette idée de je sais pas pourquoi, de personnage et puis voilà.
Je dirais que le truc le plus plaisant, c'est que du coup, j'ai réussi à écrire un troisième roman et de façon plus apaisée qu'elle avait été l'écriture du Serment des Traqueurs. Donc je pense que c'est ce que j'en avais grandement besoin. Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça mieux, mais voilà, le Serment des Traqueurs, j'ai vraiment galéré, alors que là, le troisième, ça s'est fait, j'ai l'impression, pour ceux qui ont, enfin, même, vous avez suivi d'épisode en épisode, de façon plus fluide. Donc ça, c'est trop cool. Et mon point un peu négatif, ça va plus être, ça va pas forcément être lié à l'écriture directement parce que j'ai pas comme ça de trucs particuliers qui me viennent sur l'écriture, mais peut-être plus au niveau de la gestion du temps. Enfin, comment dire. Là, à l'heure où on enregistre, ça fait, enfin, si j'ai réussi à écrire ce week-end et c'est tout. Et si j'avais pas réussi avant depuis nos vacances avec Léa. Enfin, un peu toujours moi côté organisation, un peu le bazar, avec aussi tous les salons, la promo. Enfin, parfois voilà un peu difficile de gérer. Je crois que ça fait. On va en reparler dans cet épisode. Je crois qu'il y a une des questions qui est liée à ça, mais un peu du mal à gérer un boulot plus la promo, plus l'écriture, voilà. Et de mon côté, le point le plus positif, c'était vraiment l'écho qu'a rencontré du thé pour les fantômes auprès du public. Enfin, c'était assez fou de vivre des trucs auxquels j'aurais jamais pensé. Enfin, je sais pas, d'arriver sur mon créneau de dédicace aux Utopiales et de voir 30 ou 40 personnes qui font la queue. Enfin, j'ai l'impression d'être une star. Enfin, vraiment, c'était bizarre, quoi, mais c'était fou. Et du coup, le point négatif, c'est un peu l'envers, enfin l'autre côté de la pièce, comme nous le dira peut-être plus tard Léa. C'est que du coup, ça m'a un petit peu bloqué en fait pour écrire autre chose derrière, avec cette impression que du coup les gens attendent un autre du thé pour les fantômes et de pas forcément réussir. Alors là, petit à petit, j'arrive à m'en dépatouiller, mais ça a vraiment pris des mois et des mois et des mois. Bon, alors j'ai déjà enchaîné sur quelque chose de complètement différent en écrivant mon troisième roman. Mais on va dire que c'est sous un autre pseudo, Ada Vivalda, donc c'est pas tout à fait pareil. Mais là, pour réécrire un Chris Vuklicevic, c'est plus compliqué, du coup. De savoir ce que je veux vraiment écrire, de pas me laisser embarquer dans mais est-ce que ça va plaire aux gens comme du thé pour les fantômes? C'est un peu la tentation, et je sais qu'il faut pas suivre cette tentation parce que quand c'est de manufacturer un truc qui a marché, ça fonctionne pas. Mais c'est dur dans l'inspiration, dans la création d'idées de pas tomber là-dedans, quoi. Sur nos petites actus, donc pour toi Laetitia, tu m'as dit que tu n'avais pas de salon et de dédicace en décembre. De mon côté, donc l'épisode sort le 3 novembre. Je suis donc aujourd'hui à Roquebrune, Cap-Martin, dans le sud pour un salon du livre. Et je suis le samedi 9 décembre à Lille, à la librairie des Quatre Chemins, pour une rencontre et une dédicace l'après-midi. Et je serai le 23 décembre en dédicace à Antibes l'après-midi à la librairie Dernier Rempart. Donc, si vous êtes dans le coin et que vous avez des cadeaux de dernière minute à faire, je serai là pour des dédicaces. Et aussi, les précommandes vont ouvrir d'ici quelques jours, donc pour mon fameux troisième roman, ma romantaisie, Porcelaine sous les ruines. Je vais donner les infos sur Instagram et je mettrai le lien aussi en barre de description sur YouTube. Et d'ailleurs, Noël approche, donc si vous ne savez pas quoi offrir, nos romans sont là, ils existent, ils sont en librairie. Il y a parmi nos romans de l'adulte, de la jeunesse, de l'ado, il y a un peu de tout. Je vous remettrai encore une fois les titres et les liens en barre de description de la vidéo YouTube. Et aujourd'hui, on va directement... Pardon, vas-y Laure. Non, mais juste, il y a même une méthode de japonais pour la motive. Bien sûr, il y a aussi une méthode de japonais. En 2 minutes par jour, c'est ça? En 2 minutes par jour. Exactement. C'est une belle promesse. C'est un bon petit cadeau sous un sapin, excuse-moi. Donc voilà, je vous mettrai les liens de tous ces livres en barre de description. Et donc aujourd'hui, on passe directement à la FAQ, puisqu'on a beaucoup de questions à traiter. On va faire ça en 3 parties. Dans une première partie, vous nous avez plutôt posé des questions sur nous, sur les coulisses du club, sur ce qu'on aime lire, etc. Ensuite, une deuxième partie sur la publication et le milieu éditorial. Et une troisième partie sur les techniques et méthodes d'écriture. Alors, allons-y sans plus tarder. Première question dans la partie les coulisses du club. Quel est votre épisode préféré jusqu'à présent, mesdames? Petit tour de table. Laetitia?
Moi, je pense que c'est celui sur les clichés, tout ça, l'épisode un peu sur les tropes, les clichés et tout. En vrai, déjà, je tenais à vous dire, à profiter de ce petit moment pour vous dire que sincèrement, ces podcasts, ça me fait vachement réfléchir à mon écriture. Je me rends compte qu'en fait, j'ai Ah, Laetitia a Non. tendance à bugger ce soir. Quel âge Oui. que tu as? que j'ai quoi? Que tu as bugué, chère J'ai Laetitia. l'impression d'avoir zéro recul sur mon écriture, c'est ça que je voulais dire. Pardon, voilà, du coup, je voulais juste dire que, enfin, vous remercier quoi de faire. Je suis trop contente de faire ces épisodes avec vous parce que ça me fait vachement réfléchir à mon écriture de façon un peu plus méta. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Des trucs, voilà, auxquels je réfléchis pas et notamment celui sur les tropes m'avait fait me rendre, enfin voilà, réfléchir à plein de choses. Et ça t'aide pour tes tables rondes où on se pose des questions. Léa? Moi, je suis à l'inverse de Laetitia, je réfléchis trop. C'est pour ça que j'écris pas. Non, plus sérieusement, mon épisode préféré, c'est un épisode qu'on a enregistré tout ensemble en Bretagne. C'est l'épisode sur les antagonistes. Je l'ai beaucoup aimé. Yes, épisode sur comment écrire un bon méchant. Laure? Moi, j'ai un souvenir très chaleureux du moment où on s'était lu des vieux textes qu'on avait retrouvés dans notre tiroir. Ça, je pense que c'est En un Irlande. petit peu, ouais, un petit moment voilà, spécial. Et sinon, du coup, je re-regardais la liste de ce qu'on a fait et je me suis dit, mince, faut vraiment que je nous réécoute. Et notamment, il faut absolument que je réécoute l'épisode sur comment écrire plus. Et voilà. Non, mais en plus, c'est marrant parce que du coup, j'ai lancé YouTube et je suis arrivée sur un passage où c'était moi qui parlais. Je me suis dit, oh mon Dieu, quelle horreur, mais écoutons ce que je racontais. Et j'étais en train de parler du Write-Over, donc de pas cette année, mais de 2022. Et je disais que même si je l'avais pas terminé, j'avais quand même assez bien joué le jeu. Et que s'il y avait un truc qui m'avait motivée, en fait, c'était que vous lisiez que vous étiez là en fait, et je me suis dit mais il faut vraiment que j'arrive à écrire un truc et à leur envoyer parce qu'en fait c'est ça, moi c'est vraiment ça je pense dont j'ai le plus besoin, c'est d'avoir un retour et de sentir que de l'autre côté il y a quelqu'un qui lit et qui potentiellement attend, donc faites semblant. On fait pas semblant, on attend. Voilà. Ouais, donc c'est l'épisode 18 techniques pour écrire plus. Ouais, exactement. Et moi, je te rejoins, c'est aussi mon épisode préféré, celui où on se lit nos manuscrits, parce que vraiment, c'était à mourir de rire. Et je me rappelle qu'après tout le week-end, j'ai lu le manuscrit de Laetitia sur le serment des 3 L. C'était très drôle. C'est pas le serment. C'était pas le serment, c'était quoi? C'était les 3 L. La prophétie. Merci de confondre avec mon dernier roman. La prophétie qui, à chaque tome, était orthographiée de manière différente. C'était vraiment extrêmement drôle. Je pense que c'est le crossover entre le serment des trackers et la prophétie des 3 L, le serment des 3 L. Franchement, merci. Et toi, Marie? Moi, il y en a plusieurs que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé celui sur les antagonistes. J'ai bien aimé celui sur les plot twists. Un de ceux que j'ai le plus aimé, je crois que c'est celui sur comment trouver son style. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant et qu'il y avait plein de points de vue différents. Et voilà, je le réécouterai sûrement un jour d'ailleurs. Okay. Bah, pareil, on vous mettra les liens de tous ces épisodes, soit si j'arrive à faire des petites fiches sur YouTube pour que ça s'affiche directement dans la vidéo, sinon je mettrai les liens en barre de description. Alors, question très sympa, très intéressante. Les plus grandes qualités et défauts de chacune dans l'écriture. Alors, on s'est mis d'accord pour que ce soit Léa qui a préparé une fiche sur chacune de nous. Et qu'ensuite, les autres, éventuellement, interviennent si elles veulent rajouter quelque chose. Donc, vas-y, Léa, nous t'écoutons faire notre procès. Mais du coup, il faudra que nous, on le fasse sur Léa. Sauf si Léa, tu le fais sur toi-même. Ah, je peux le faire sur moi-même, il n'y a aucun problème. Je vais me défoncer, là. Alors, on va commencer par la souveraine de ce podcast, Chris. Chris, je pense que son énorme red flag, son plus gros défaut, et Laetitia sera d'accord avec moi, c'est qu'elle ne justifie pas ses textes en écrivant. Ça va, il y a pire. Ça, c'était pour la blague. C'est juste que la dernière fois, Laetitia s'est plaint que dans leur projet commun, Christelle ne justifie pas ses textes. Et moi, je déteste les textes pas justifiés, ça m'a heurté dans ma chair. Alors, je vais justifier le fait que je ne justifie pas mes textes par le fait que j'adore écrire
en non justifié, en calibri 11 hyper serré en interligne, pour avoir la satisfaction à la fin de tout. Vraiment, c'est les 5 minutes les plus agréables de tout le processus d'écriture. Je passe tout en Times New Roman 12, interligne 1,5, justifié. Et d'un coup, mon roman devient un vrai roman et c'est ma récompense de la fin de mon premier jet. Voilà. Petit choc de sérotonine. Très bien. Non, plus sérieusement, Chris, je pense que peut-être une des choses qui l'handicape parfois, c'est qu'elle est très très pudique sur ses textes. Presque trop, presque trop pudique. Et du coup, comme on a toujours les qualités de nos défauts et les défauts de nos qualités, n'est-ce pas? C'est que cette pudeur, ça la pousse à livrer la meilleure version de son texte possible. Et que du coup, la qualité, c'est qu'elle est extrêmement perfectionniste et qu'elle livre des textes qui sont ultra aboutis. Moi, pour avoir été sa bêta lectrice sur Du thé pour les fantômes, honnêtement, le livre, il aurait pu être publié tel quel. Et pourtant, il a été extrêmement remodifié pour sa version publiée qu'on trouve aujourd'hui en librairie, quoi. Et ça m'a assez impressionnée. Voilà. Donc, je dirais que pour moi, ce que je vois de tes défauts et tes qualités, c'est ça. Ensuite, qui est ma prochaine victime? Laure. Laure, moi, je dirais que tu fais ton défaut peut-être, c'est d'aller jusqu'au bout d'un projet. C'est plutôt une qualité. De ne pas aller jusqu'au bout d'un projet, ou que du moins pour toi ce soit difficile de bâtir des choses qui aillent dans la durée. En revanche, le côté positif de ça, c'est que, et notamment sur justement sur le Write-Over dont tu parlais tout à l'heure, tu es capable de livrer des choses qui sont hyper envoûtants et des univers qui sont extrêmement forts en très peu de mots. Et que du coup, tu es capable de... Non mais si, je trouve, vraiment, moi j'ai adoré lire ces petits textes et j'ai trouvé que tu nous emmenais très vite, très loin en très peu de mots. Voilà. Et je suis d'accord. Ouais. Il y a une grande intensité dans ce que tu écris. Ouais. Et que pareil, dans les trucs que j'avais lus du Write-Over, c'était vraiment toujours... Enfin, vraiment, ça me faisait quelque chose, quoi. Émotionnellement, je trouvais que ça marchait alors qu'il n'y avait pas beaucoup de mots et que tu n'avais pas besoin de mettre des yeux améthystes et des trucs comme ça pour arriver à vraiment faire un truc très percutant, quoi. Alors, je vais passer à Marie, ma prochaine victime. Bon, Marie, des défauts. J'ai écrit des défauts, il n'y en a pas. Non, je rigole. Parfois, Marie, j'ai l'impression que ton plus grand défaut, c'est que tu n'as pas confiance en toi. C'est pas vraiment un défaut d'écriture, c'est plus un truc. Des fois, je me dis, mais c'est pas possible. Marie, elle a publié son premier roman super jeune. Elle a écrit des trilogies de fantasy incroyables, plusieurs trilogies de fantasy, enfin vraiment. Et des fois, j'ai l'impression qu'elle a pas confiance en elle. Et ça me rend dingue. Ça me rend dingue. J'ai envie de te prendre et de te secouer et de te dire, mais tu te rends compte, meuf, tu te rends compte. Et alors là, pour le coup, t'es la seule où j'ai pas trop le revers de la médaille. Mais pour moi, ta plus grande qualité, c'est que t'es hyper drôle, Marie. Tu me fais mourir de rire. Franchement, tu me fais mourir de rire. Et voilà, et ce que t'écris, c'est génial. Et t'as écrit des trucs de ouf et des trilogies de fantasy de fou. Enfin, vraiment, t'as un talent incroyable, quoi. Voilà. Vas-y, Laetitia. C'est gentil. Vas-y, Laetitia, mais ton micro est coupé, il faut que tu le rallumes pour pouvoir intervenir. La technologie est contre toi ce soir. Et d'ailleurs, non, je vais carrément rebondir sur ce que dit Léa. Et d'ailleurs, je trouve que ce côté un peu humoristique, on le retrouve dans tes textes, en fait. Oui. T'écris pas des comédies, mais ce que je veux dire, c'est que même dans Les Rumeurs ou dans Les Artères, il y a des petites pointes d'humour. Ah oui, c'était ce que je voulais dire. Ouais, c'était vraiment Ouais, voilà. ça fait drôle. Ouais, parce que ça va être quelque part dans ma voix d'autrice. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, allez suivre, je le mettrai également en barre de description, le compte Nano Quick Tales, qui est le compte Instagram où Marie met des nano-fictions. Et effectivement, c'est souvent hyper drôle. Moi, je trouve que c'est toujours très malin. Enfin, vraiment, tu arrives à trouver des idées où à chaque fois, je suis, mais comment elle a trouvé ça? C'est génial, ça, c'est hyper drôle, ou c'est hyper bien trouvé. Des twists super bien. C'est ça, ou des twists autour d'expressions, de mots. Et je te l'ai déjà dit, ça, Marie, mais j'adore, tu prends des expressions toutes faites et tu les détournes un tout petit peu et t'en fais quelque chose de magique, de poétique. Et je trouve ça, pour le coup, là, il y a vraiment une voix d'auteur, je trouve, de regard sur le monde, en fait, sur des choses banales qu'on voit tous, mais toi, tu les vois un peu différemment. Je trouve ça trop bien. Ah bah, merci beaucoup. Ça me touche. Et enfin, ma dernière victime, Laetitia. Je rigole. Toi, Laetitia, moi, ce que j'admire le plus,
chez toi, c'est que tu vas jusqu'au bout des trucs. Genre, t'es vraiment un TGV, quoi. Tu vas jusqu'au bout du truc. Tu t'arrêtes pas. Tu vas jusqu'au bout. Enfin, moi, je suis mystifiée à chaque fois. Et le côté peut-être négatif de ça, c'est que souvent, dans ce que je lis, et aussi je me permets de dire ça parce que j'ai la chance d'être ton alpha lectrice, peut-être la chose qui me frustre le plus dans tes premiers jets, c'est la caractérisation des personnages, que tu retravailles toujours après et qui sont in fine dans le roman qui est publié. Très bien. Mais du coup, comme on parlait de la pièce et des deux faces, comme tu es capable d'aller extrêmement vite et d'écrire extrêmement vite des choses qui sont très longues, ce que j'admire beaucoup, des fois il y a beaucoup de retravail derrière et c'est normal, quoi. Voilà. Et c'est vrai que Laetitia, tu as une force de retravail qui est impressionnante. Ah ouais, moi je suis je suis assez impressionnée par ça, quoi. Et un lâcher prise sur ça aussi, où tu es capable de tout transformer dans tes textes, etc., quoi. Moi, je suis jalouse de ça, hein, vraiment, de me dire que tu arrives à avancer super vite et tout. Comme tu disais, peut-être tu te poses pas beaucoup de questions, mais je pense que c'est aussi une qualité d'arriver à avancer sans trop se poser de questions. Et j'aimerais avoir cette détermination-là. Et alors, faut faire Léa maintenant, mais Léa, on t'a très peu lu, en fait. Bah ouais. C'est peut-être celle que j'ai le moins lu. Moi, j'ai lu 2 chapitres de toi, je crois. J'ai lu les 2 premiers chapitres de ton roman. Ah, peut-être, Quand ouais. tu l'as lu en Oui, tu nous rayon, avais envoyé, c'est vrai. Juste le premier, ouais. Moi, je t'ai moins lu que, par contre, j'ai beaucoup travaillé avec toi au final, genre littéralement dans la même pièce, sans pour autant forcément dire ce que tu disais. Et oui, moi, je l'ai un peu dit tout à l'heure. Je pense que un de tes entre guillemets défauts, c'est que ce qu'on disait, c'est que tu te poses beaucoup de questions justement. Après, c'est sûrement parce que moi, c'est un truc qui est facile pour moi, donc c'est facile à dire. Mais je pense que tu pourrais On a reperdu Laetitia. Mais elle disait la vérité, hein. Oui. Vous m'entendez là? Oui, tu disais que Léa pourrait. Parfois se poser moins de questions et s'autoriser en fait à écrire justement des phrases un peu moches et des trucs, tu vois ce que. Ouais. Je pense que c'est ce que tu as toujours dit, c'est que tu as ce côté éditrice qui fait que t'es ta propre éditrice quand tu écris, alors que tu pourrais te permettre de l'être plus tard en fait, de te dire ça, on verra plus tard, j'écris une scène comme ça et si au final ça change après et que elle découvre pas la gemme cachée exactement comme ça, mais finalement d'une autre façon, c'est pas grave, tu vois. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, effectivement, j'avais lu le premier ou les 2 premiers chapitres de ton roman. Et j'en garde encore aujourd'hui des images très fortes. Ah ouais? Ouais, vraiment. Ah, vraiment, je me souviens très bien des masques et tout. Moi aussi, je me souviens bien. Une atmosphère, des images vraiment très fortes. Okay. Et j'avais été vraiment, j'allais dire choquée, mais vraiment très, très, très agréablement surprise par le style. Enfin, c'était vraiment beau ce que tu avais écrit, mais sans que ce soit quelqu'un qui a voulu faire beau. Enfin, c'était abouti, en fait. Il y avait une vraie voix d'autrice derrière, quoi. Donc, c'est envie de lire le reste. Bon, j'espère pouvoir vous le faire lire l'an prochain. Ah, on espère. It's a deal. Allez, l'année prochaine, on s'envoie tous nos manuscrits. Question suivante, qui est un petit peu liée. Quelle est chacune votre plus grande difficulté dans l'écriture? Peut-être que là, on peut répondre du coup chacune pour soi-même ce qui nous pose le plus souci dans l'écriture. Bah, moi, j'ai du mal à... Je crois que j'ai du mal à me lâcher dans l'écriture, moi. J'ai du mal à faire ce que fait Laetitia, c'est-à-dire partir vraiment en mode gigot, c'est le premier jet, je me prends pas trop la tête, je vais jusqu'à la ligne d'arrivée. Je pense que je suis un peu comme Léa, je réfléchis trop. Ouais, je pense que j'ai le même problème. J'ai le même problème et je me pose trop de questions et même avant d'écrire, de savoir qu'est-ce que je veux raconter. Est-ce que vraiment c'est cette histoire-là que je veux raconter? Est-ce que ce sera vraiment authentique? Est-ce que je suis en train de partir dans la bonne direction et tout? Ce qui fait effectivement pareil que ça me retarde beaucoup et qui fait que j'écris hyper lentement, voire pas. Been there, done that. mais au moins, mais du coup, vous avez moins de retravail. Enfin, tu vois, de toute façon, tout a son plus et son moins. Parce que moi, du coup, j'écris. Hein. Bah, c'est pas forcément lié. Hein. Mais du coup, toi, tu dirais que c'est quoi ta plus grosse difficulté, Laetitia? En fait, c'est ce qu'a dit Léa, mais du coup, on en a déjà parlé ensemble, donc j'imagine que c'est normal que ça revienne. Moi, en tout cas, dans mes premiers jets, en fait, c'est l'émotion, je dirais. Dans mes premiers jets, il manque beaucoup d'émotions, du coup. Ils sont très plats, mais au niveau des émotions. Genre, en fait, comme je cherche beaucoup mon intrigue, je cherche beaucoup à dérouler mon intrigue et peut-être un peu à connaître mes personnages, mais du coup, je les connais pas. Et du coup, ils sont vraiment, c'est vraiment des outils dans mon premier jet, en fait.
ils sont pas incarnés, ils ont pas encore trop de Trop de chair. personnalité. Et du coup, je trouve que ça manque un peu d'émotion. Et parfois, c'est ce que moi je trouve que c'est mon défaut, mais même presque dans mes romans publiés. Je sais pas. Vous me direz si vous les avez lus, les auditeurs. Je trouve que parfois il manque un peu d'émotion. Voilà. Non, moi je trouve pas. Je pense que justement, peut-être que comme tu en as tellement conscience, peut-être qu'à la réécriture, t'en remets des couches et en tant que lecteur, non? Enfin, moi je n'ai pas ressenti ça. Non, moi pareil. Tant mieux alors. Laure, tu dirais que c'est quoi ta plus grosse difficulté? Moi, outre le truc de la motivation, une fois que je suis devant un projet, genre je vais pouvoir me lancer vite fait, mais je vais faire quelques paragraphes. Et après, mon toxic trait, c'est qu'à chaque fois, je vais me relire. Voilà. Vraiment. Voilà. Donc, si jamais j'arrive à trouver du temps, j'ouvre mon Word et je relis. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Voilà, on l'a déjà dit. Mais, Et toi, Léa? Bah, moi, c'est la terre du milieu, hein, comme je vous l'ai déjà dit, voilà. Je pense qu'on est tous... Voilà. D'ailleurs, j'ai eu une théorie en t'écoutant parler. Peut-être que c'est pas du tout ça, mais je te la soumets. En fait, le milieu, c'est vraiment le moment de charnière où tu passes du début à la fin de ton roman, quoi, en gros. Et c'est super dur à faire comme transition parce que toutes tes autres scènes, elles sont un peu fixes, on va dire. Et c'est un peu le seul moment où tu dois, au sein d'une même scène, passer d'un état à un autre, vraiment de manière plus marquée que dans d'autres scènes où le personnage passe d'un point A à un point B, tu vois. Là, il y a un retournement carrément. Ouais. Je suis d'accord, Et donc, comment on fait pour écrire ça? Alors, je sais pas, ma théorie s'arrête ici. Décrivez-les en commentaire parce que je suis très intéressée. Voilà. Peut-être qu'il faut encore que tu la découpes en deux. Bah, peut-être, ouais. Tu fais le début et la fin du milieu. Ouais. Non, mais je pense que tu redécortiques ta scène, c'est quoi l'objectif? Où tu veux que tes personnages ils soient au début de la scène, ou tu veux qu'ils soient à la fin de la scène? Quelle est leur évolution au sein même de la scène? Et après, ça va t'aider. Et te pose pas trop la question de où, comment, parce que je te connais, je sais qu'à chaque fois, tu sais ce que tu veux faire, mais juste, tu te dis, mais est-ce que c'est mieux dans une forêt, au bord d'un lac, dans une maison, sur un ponton? Alors, en fait, on s'en fout, choisis. Ok? Oui, mais je veux que ce soit parfait. Et on verra plus tard. Oui. Voilà. Du coup, il se passe rien. Question beaucoup plus personnelle sur les textes. Que vous soyez religieuse ou non, quel rapport avez-vous en tant qu'autrice, j'entends artisane des mots, aux textes religieux? Moi, je peux me lancer si vous voulez, parce que je pense que je suis celle qui a le rapport le plus proche. Donc moi, je suis chrétienne, vraiment, c'est quelque chose de central dans ma vie. Et donc la Bible est le livre, sans aucun doute, que j'ai le plus lu, relu et que je lis encore très régulièrement, si ce n'est quotidiennement. Et je vois que ça m'inspire en fait énormément. Enfin, c'est depuis que je suis toute petite. Je veux dire, j'ai grandi avec la Bible et tout, donc c'est inscrit au fin fond de moi et de mes rythmes et de mes images et de ma langue. Quand j'écris, ça ressort vraiment. Je me rends compte de manière très inconsciente et spontanée dans des types d'images, dans des types de style poétique. Enfin, la Bible, c'est un livre, mais en fait, c'est 66 livres en un. Et dedans, il y a des livres prophétiques, poétiques, narratifs, de sagesse, etc. Et donc, il y a une grande variété. Il fait que déjà, pour moi, c'est hyper inspirant. Enfin, vraiment, souvent, je lis et je me dis, waouh, c'est vraiment très, très beau. C'est aussi des livres d'autres cultures. Enfin, c'est des livres qui ont été écrits il y a des milliers d'années, dans des cultures sémitiques, etc. Donc, ça me décentre un petit peu aussi par rapport à ce qu'on a l'habitude de lire dans des livres plus contemporains, plus occidentaux. Et puis il y a des choses très... qu'on retrouve dans mes textes, dans Du thé pour les fantômes, par exemple, il y a tout un passage qui est une réécriture à la fois du livre de Job et du livre de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, d'ailleurs, que je conseille à tout le monde, ça se lit super vite, c'est genre 8 chapitres, 10 chapitres, minuscules, enfin vraiment c'est lu en un quart d'heure, et c'est le roi Salomon qui parle, c'est de là que vient en fait l'expression de vanité des vanités, tout est vanité, ou l'expression il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est un livre que je relis souvent et qui est extrêmement poétique, où il y a un temps pour tout sous le soleil, ça vient aussi de là. Et voilà, que j'aime beaucoup et que j'aime bien reprendre et réécrire dans mes textes. Tu m'as presque donné envie de lire la Bible. Bah, franchement, l'Ecclésiaste, mais vous tapez sur Google, hein, la Bible, l'Ecclésiaste, ça se lit super vite et c'est très très beau. Ouais, moi je peux enchaîner
mon passage préféré de la Bible, moi, c'est le Cantique des Cantiques. Et C'est le même auteur, c'est Salomon aussi. oui. Et donc contrairement à Chris, moi je viens d'un background complètement athée, d'une famille avec un grand-père communiste, donc pas du tout la même origine familiale. Mais ce qui peut vous en dire beaucoup sur moi, c'est que mon auteur préféré c'est Neil Gaiman, comme je le dis très très souvent. Et si vous savez un peu ce qu'il a écrit, en fait, il ne fait que réécrire à l'infini des textes sur les mythologies du monde entier. Et sur les écritures sacrées de tous les pays. Et donc, c'est un truc qui me fascine depuis que je suis toute petite. J'ai grandi avec que des livres sur les mythes et les mythologies du monde entier. Et évidemment, j'ai lu la Bible et d'autres textes religieux dans mes études supérieures, puisque je fais une prépa littéraire. Et quand on travaille sur la littérature européenne, on n'a pas le choix, en fait. C'est c'est des textes fondateurs. Donc, je pense pas que ce soit aussi important pour moi que pour Chris dans mon écriture, mais en tous les cas, les thèmes de création du monde, de cosmogonie, de tout ça, c'est des choses qui sont forcément importantes quand on crée des univers et qui m'inspirent, ouais. Voilà. Laure, Laetitia, vous voulez ajouter quelque chose? Non, pas forcément. Si vous ne deviez emporter chacune qu'un seul livre sur une île déserte. Laetitia. Je pense que je peux deviner les vôtres. Ah ouais? Ah ouais? Non, je sais pas. J'ai l'impression qu'on se connaît bien. Non, je sais pas si je peux deviner tout le monde, mais on peut. Genre Léa. Alors, est-ce qu'on peut déjà éliminer, parce que moi, je me suis tout de suite dit, Manuel, comment construire un radeau pour partir? Oui, mais moi aussi, je me suis éliminons ça. On parle que de romans. Des romans. Des romans. Ok. Ou pas? C'est ce que tu allais dire, Laetitia? J'allais pas forcément dire des romans. Non, mais j'allais. Alors, vas-y, dis. Non, mais je sais pas. Enfin, si, Léa, je pense que ce serait un roman de Neil Gaiman. Oui. Je sais juste pas lequel, tu vois. Mais Chris, peut-être Aragon. Ah ouais, tu sais que j'y ai pensé. Effectivement, un recueil de poèmes qui s'appelle Elsa, qui est derrière moi. Pour Marie-Laure, c'est plus dur, mais vous pouvez aussi essayer de deviner les autres. Est-ce que Marie t'emmènerait Magic Charlie ou pas? C'est une trilogie, donc ce serait bête d'emmener que le tome 1. Non, moi, je pense que je prendrais, c'est très classique, mais je prendrais peut-être le tome 1 du Seigneur des Anneaux, en vrai. Parce que c'est un gros pavé et que... Est-ce que ça fait pas plaisir d'aller dans la comté? Manger 2 petits déjeuners. Et Laure? Je sais pas trop. Laure, il n'y a pas un livre comme ça dont tu nous rabâches les oreilles? Ça me dit moins quelque chose. Alors, moi. Un auteur, c'est sûr. Un livre dont tu nous rabâches les oreilles? Ça peut être 2, en fait. En vrai, on a 2. En fait, j'essaie de réfléchir aux fanfictions que tu as écrites, mais tu as beaucoup écrit sur plutôt des groupes de musique et tout, non? Il y a 2, mais je vous rabâche avec Océan-Mer. Oui, c'est vrai. Moi, j'avais lu Sous l'océan. Sur l'île déserte, c'était pas mal. Océan-Mer d'Alessandro Baricco. Voilà. Mais en vrai, je pense que je choisirais plutôt celui-là. Le chant d'Achille. Ah ouais. Ok. Le chant d'Achille de Madeleine Miller. Voilà. Et toi, Laetitia, non, mais pour moi, vous devinez sans un seul problème. Et oui, Elana. Trop belle, toi. Elena. Ah, moi, j'aurais dit Ewilan ou Elana de Pierre Bottero. Ah, Elana, le tome 2. Voilà, Elana, le tome 2, bien sûr. Ça qui est bien. Du coup, tout le monde valide ce que Laetitia a dit? Ouais. Ouais, on valide. Et il y avait une question qui était création d'un cours d'écriture. Donc, j'imagine que c'est envisagez-vous la création d'un cours d'écriture? Non, pour le dire clair et net. En tout cas, dans le cadre du podcast, peut-être que vous, les filles, individuellement, vous envisagez la création d'un cours d'écriture. Moi, clairement, je n'ai pas le temps de le faire. C'est déjà hyper chronophage de faire le podcast. Et en tout cas, pour l'instant, je préfère rester dans un rapport de gratuité parce que je me sens pas du tout assez légitime pour monnayer mes conseils d'écriture et que j'aime bien cette manière plus horizontale de faire les choses. Après, si l'une de vous veut lancer les cours du club, parlez-moi et puis ça peut se faire. On a terminé donc cette première partie où on vous a parlé un peu plus de nous et on passe à la deuxième partie
publication et milieu éditorial. Alors, sur toute cette partie, je vous recommande d'aller écouter notre épisode qui s'appelait « Faire publier son roman en 2024 ». On a vraiment parlé en profondeur de comment soumettre son roman à des maisons d'édition, le milieu éditorial, comment ça fonctionne, etc. Vous aurez plein de petites informations et astuces d'insider, puisqu'on a parmi nous 2 personnes qui travaillent encore aujourd'hui dans le monde de l'édition, et on a toutes bossé au moins en stage dans des maisons d'édition. Alors, prenons vos petites questions. Première chose, où publier ces textes gratuitement sur Wattpad, sur une autre plateforme, car j'écris pas mal de poèmes et courts textes, mais je ne sais pas où les partager. Sur Instagram, quelles sont les possibilités offertes sur Internet? Et là, je me tourne vers Laure et Léa, qui sont nos spécialistes à la fois de la publication et de l'écriture sur Internet. À vous, le micro. Parfait. En vrai, il y avait une petite précision dans la question, a priori, sur les textes qui sont inspirés de peinture. Et du coup, en lisant ça, c'est vrai que la piste d'Instagram, moi, me semblait super pertinente. D'alterner peut-être les textes et les peintures. Voilà, je trouve que Instagram, ça reste quand même un réseau qui reste quand même très visuel, donc ça me semble super cohérent, et il y a pas mal de comptes avec des poèmes, enfin voilà, ça me semble être la plateforme assez indiquée pour ça. Je sais pas si Léa, tu pensais à... J'approuve à 200%. J'avais littéralement écrit dans mes petites notes, le mieux pour de la poésie, ce sont les réseaux sociaux, virgule, oui, point. Donc, j'approuve à 100%. Je pense que des plateformes style Wattpad, tout ça, c'est vraiment des plateformes qui sont extrêmement orientées roman. Et romans, soit adultes, soit jeunes adultes, soit jeunesse. Mais qu'en tous les cas, la poésie, elle y trouvera pas tellement, la personne qui nous pose la question ne trouvera pas tellement de lecteurs dessus. En revanche, on voit à quel point Instagram, ça fonctionne bien pour les micro-fictions, comme celle de Marie, par exemple, ou quand vous faites le Write-Over, les filles. Et je pense que voilà, ça, c'est beaucoup plus approprié. Puis il y a des poétesses comme ça, il y a Rupicor qui a un compte énorme et qui fait ça, vraiment, les courts textes et des petits dessins qui alternent des trucs comme ça. Enfin, vraiment, ça s'y prête hyper bien. Il y a aussi Cécile Coulon, qui est une poétesse française qui fait ça. Ouais. Et je vois beaucoup passer aussi que ce soit sur TikTok ou dans les réels Instagram, des formats vidéo, avec un peu une vidéo d'ambiance derrière et une petite citation par-dessus et une jolie musique. Et ça marche pas mal. Donc, pourquoi pas. Autre question, combien de temps vous devez donner votre livre à la maison d'édition avant que le livre soit publié? Quelles sont les étapes après entre l'envoi du manuscrit et la publication? Je pense que toutes les personnes qui ont été publiées dans ce podcast peuvent répondre. Moi, je vais peut-être faire une première réponse un peu générale. Ça varie énormément, mais je dirais qu'en moyenne, c'est 1 an. Et entre le moment où tu donnes ton manuscrit à l'éditeur, tout le travail qu'il va y avoir dessus et la publication. Mais c'est une moyenne et ça peut prendre 2 ans, comme ça peut prendre 6 mois si vraiment tu passes la 6e et que tu vas à fond, quoi. Mais 6 mois, c'est vraiment extrêmement court. Du coup, les étapes, à partir du moment où tu as donné ton manuscrit à l'éditeur, ça va être le travail sur le fond avec l'éditeur s'il y en a forcément un peu. Ensuite, ça va être le travail avec les relecteurs et le compositeur. Et là, ça va vraiment être tout ce qui est orthotypo, mise en page du texte. Donc, ça va être un travail sur la forme. Et ensuite, tu vas avoir, en gros, là, je le fais vraiment à la louche, mais tu vas avoir une dernière étape qui s'appelle le bon à tirer. C'est le texte prêt à être imprimé, que l'imprimeur t'envoie sous forme de feuillet, donc de grandes feuilles. Et là, ça va être la relecture ultime pour vérifier que vraiment, il n'y a pas de regret, qu'il reste rien en termes de mauvaise mise en page, de fautes, etc. C'est plus le moment vraiment de retoucher le fond du texte avec les dernières retouches de forme. Après, si vraiment tu te rends compte que voilà, il y a j'en sais rien, une phrase que personne n'a vu passer avant et qui a un contresens ou un truc comme ça, on peut encore le modifier, mais c'est ultime. Et ensuite, c'est le OK chez l'imprimeur et c'est fini, quoi. Et faut savoir qu'entre le moment où le livre est imprimé et le moment où il arrive en librairie, il y a généralement 1 mois. Ça peut être 2 mois. Voilà. Sachant que du coup, voilà, je voulais aussi donner la parole à Laure parce que ça, c'est le côté édito. Mais moi, ce que je vois en tant qu'autrice, c'est que tout ça, ça pourrait ne pas prendre tant
de temps que ça, mais il y a tout le côté commercial aussi et Ouais, qui exactement. se passe derrière. Après, j'ai vu, Laetitia, tu voulais peut-être réagir à un truc avant que je me lance dans une énorme sur la partie commerciale. Mais... J'avais juste un fun fact sur la partie que vient de décrire Léa, la partie finale sur les épreuves. Je sais pas si vous saviez, mais et si vous avez ça aussi dans votre contrat, les filles, mais je pense dans le contrat d'édition, il y a écrit qu'on n'a pas le droit d'apporter plus de, et je sais plus ce que c'est, il y a un pourcentage de modification à cette étape-là. Au bon à tirer, ouais. Ouais. Mm. Et Ah ça, ouais je le savais pas avant d'être publié. C'est un truc que, genre là, t'as pas le droit de dire, les gars, je veux réécrire tout un, la moitié du livre ou quoi, c'est trop tard, quoi. T'as un pourcentage, je sais plus combien c'est. Ouais. C'était juste Ouais, un c'est fun parce fact. que- Fun fact. Mais c'est vrai que Léa, tu terminais par du coup le temps d'impression et le temps d'arrivée. En gros, si on fait ce petit rétro-planning de la fin, en fait, en gros, il faut que le livre imprimé arrive une quinzaine de jours avant sa sortie effective en librairie parce que il faut qu'il arrive dans les stocks du distributeur et qu'il soit envoyé pour le jour de la mise en vente à tous les petits libraires, et ça se fait pas c'est pas forcément immédiat. Et il y a à peu près 3 semaines d'impression, donc on pourrait se dire, ok, bon, 5 semaines, c'est bon, quoi. Enfin, voilà. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y a autant de temps? C'est qu'en effet, le temps du commercial est quand même assez long, parce que avant que le livre soit envoyé au libraire, il faut que la partie diffusion, donc la partie vraiment commerciale, les représentants qui vont aller pitcher le livre, le roman à tous les libraires de France et Français de Navarre. Ouais. ait le temps de le faire. Il faut aussi que les super commerciaux, entre guillemets, de la maison d'édition, enfin du diffuseur, aient le temps de rencontrer aussi les acheteurs des centrales, Fnac, Cultura, etc. Ça, c'est encore en amont. Donc, pour vous donner un peu une idée, là, au moment où nous, on est en train de se parler, on est fin novembre. Et en fait, nous, on est dans ma maison d'édition dans le cycle de mars-avril. On l'a commencé en fait mi-octobre, on s'en est parlé en interne pour déjà être d'accord, nous en interne, sur ce qu'on faisait. Et on a envoyé en fait une matrice, parce que tout ça est aussi une histoire de métadonnées et de données clés en fait du livre, qui est envoyée sur les sites marchands et sur les bases de données. Enfin voilà, sombre histoire que tout ça, mais tout ça a été fait le 10 novembre, quoi. Donc le 10 novembre pour des titres qui paraissent jusqu'à fin avril, du coup. Ouais, c'est 6 mois, quoi. Exactement. C'est bien 6 mois, un peu incompressible là-dessus, puisque voilà. Après, comme tu disais, Léa, c'est très variable, c'est-à-dire que si c'est votre premier, si c'est un premier roman, va probablement y avoir du retravail, l'éditeur va pas s'engager juste sur un pitch. Si c'est un 3e ou un 4e roman, là, il y a des titres qui paraissent sur les programmes justement de mars-avril, où les textes arrivent seulement maintenant, ce qui est relativement court pour pas pouvoir faire 1 milliard de relectures. Parfois, pour la réunion représentants, justement, du coup, pour que les représentants tournent en librairie, on va imprimer des épreuves. Du coup, il faut que le texte soit prêt pour les épreuves. Enfin, bref. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est sûr que c'est pas, même si votre livre, il est parfait, il paraîtra pas dans un mois. Voilà. Ouais. Arrive, ce sera pas dans un mois. Et moi, Pardon, vas-y, Léa. Non, juste pour rebondir sur ce que Laure disait, c'est marrant, je regardais, là, cette semaine, j'envoie 2 livres chez l'imprimeur. Et c'est des livres qui vont sortir le 24 janvier, pour vous donner une idée. Ils seront en librairie le 24 janvier et je les envoie aujourd'hui, le 27 novembre, chez l'imprimeur. Voilà. T'es 2 mois à l'avance, en gros. Ouais. T'es vachement à l'avance, ça. Ouais. Voilà, juste pour donner aux auditeurs une idée vraiment concrète de ce qui peut se passer, du temps concret, quoi, que mettre les choses. Voilà. Oui, parce que ce que raconte Laure, ça peut paraître évident quand on bosse côté édition, mais c'est pas parce que votre roman est publié même dans une grande maison, très grande maison, qu'il sera forcément dans toutes les librairies de France. Il y a vraiment un travail commercial où les libraires peuvent ou pas acheter du stock de votre livre et donc le mettre en avant ou pas dans leur boutique. Aussi bien le libraire indépendant que la grosse Fnac, voilà. Donc tout ça, c'est aussi un travail qui doit être fait bien en amont, et comme disait Laure, pour ça, il faut que le texte soit prêt, même s'il n'est pas final, mais qu'il soit déjà bien avancé et corrigé avec l'éditeur, pour pouvoir montrer au libraire voilà, ce qu'il en retourne, quel est le texte, peut-être même déjà une ébauche de couverture, etc. Ouais. Donc tout ça prend du temps.
C'est toujours un gros sujet, la couverture. Mais oui, en fait, il faut une couverture pour la tournée. Donc, c'est pas une couverture définitive, mais il faut quelque chose, ouais. Pensez-vous dès l'écriture à la mise en page, saut de page, marge, interligne, espace ensécable, tiret quadratin, numéro de page? Moi non, on a répondu tout à l'heure. Oui. Les maisons d'édition gèrent-elles ce travail ou tout cela n'est-il pas important quand on débute? Alors là encore, je vous renvoie à l'épisode Faire publier son roman. On a parlé de tout ça. Je vous renvoie également à un épisode qui va paraître le mois prochain. On va parler de la réécriture et on parlera aussi notamment justement de jusqu'où aller dans sa correction, sa réécriture et qu'est-ce qui relève du travail de la maison d'édition. Mais du coup, les filles, vous, pensez-vous dès l'écriture à la mise en page? Moi, clairement, pas du tout. Non. Moi, mon max, c'est de ne pas faire les tirés du 6. Mais sinon, je fais pas d'alinéa, je fais pas je justifie pas mon texte. Tout ça, je le fais vraiment à la fin. Ok, on est dans la même team. La team des non justifiés. Ça me fait mal. Ouais, je pense qu'à part certains sauts de page ou des choses comme ça où tu veux vraiment marquer un rythme spécifique dans le texte, il n'y a rien de super détaillé. Mais tu vois, je pense que c'est toujours pour moi, dans le même ordre d'idée de si je fais déjà un truc hyper abouti en termes de mise en page, ça ressemble trop à un livre final. Ouais. Et donc, pareil, ça me met un peu trop de pression. J'ai l'impression d'écrire le vrai livre déjà, alors que si j'écris tout mal, tout sale, ça reste à l'état de brouillon et donc c'est pas grave. Je peux écrire un peu n'importe quoi. J'adore cette stratégie psychologique, Réflexe, ça me fascine. Je trouve ça trop fascinant. C'est comme une vidéo que j'ai sortie sur Instagram là ou TikTok, je sais plus, où je commence mes romans par l'arrière des carnets. Oui, parce que commencer par le devant, c'est un peu trop officiel, un peu trop machin. Alors je commence par l'arrière, genre c'est le brouillon, quoi, personne ne le verra. Et toi, Laetitia? Et bon, voilà, on ne le saura jamais. À chaque fois, il y a des cliffhangers avec Laetitia de fou. Laetitia, la coupure pub est finie, on t'écoute. Moi, je fais l'inverse de vous. C'est marrant. Je mets déjà, enfin, c'est déjà justifié, j'ai déjà les alinéas et j'ai déjà les tirés quadratins. Ouais. Et je fais des sauts de page et aussi, c'est hyper important pour moi, du coup, je l'ai fait dans notre doc, mais je sais pas si tu t'en rends compte que les titres soient définis comme étant des titres, comme ça, je peux me balader dans le document comme je veux, dans la table. Ouais. Ok. Ouais. Ça, c'est un truc que je fais pas du tout et effectivement, c'est très chiant. Tu verras, si tu vas dans notre doc, tu as juste à générer, à cliquer, afficher la table des matières et tu pourras te balader dans le doc comme tu veux. Ouais. C'est là où le côté organisé de Laetitia est fort utile. Voilà. Et toi, Laure? C'est un peu ce que je disais, à part certains sauts de page ou des trucs comme ça, je ne peux pas me focaliser là-dessus. Et sur le truc de est-ce que la maison d'édition gère le travail? En tout cas, je pense que c'est pas la peine d'aller super loin, dans le sens où de toute façon votre texte sera mis en page. Il y a une étape, comme tu disais, Léa, de vraiment maquette en fait, et du coup le texte va être coulé dans la maquette qui est utilisée. Souvent chez un éditeur, il y a un peu des chartes. C'est écrit avec tel typo, dans tel corps, il y a tant de marge, donc ça va être coulé dans cette maquette habituelle. Donc il y a peut-être des trucs de mise en page qui n'iront pas, et c'est peut-être pas la peine de trop se focaliser là-dessus, quoi. Voilà. Ouais. Traquez pas les veuves et les orphelines dans vos textes, en gros, ce genre de truc vraiment de pure mise en forme, ça sert absolument à rien, quoi. Faites en sorte que votre texte il soit lisible. Les veuves et les orphelines. Pardon, mais on parle de quoi? D'un orphelinat, là, Léa? C'est les lignes isolées que tu as en début ou en fin de page. Voilà, merci. En gros, c'est au début ou à la fin d'un paragraphe. Si tu as juste un mot, par exemple, c'est considéré comme malpropre en orthotypo et tu dois le remonter à la ligne supérieure pour qu'il y ait pas juste un mot qui se balade à la fin d'un paragraphe au-dessus d'un espace blanc. Par exemple de truc. Et ça, évidemment, comme votre texte, il va être repris et recoulé dans une nouvelle maquette, comme on disait, ça va en générer des nouvelles, celles que vous avez supprimées, ça peut les reproduire, etc. Vraiment, ce genre de truc, c'est inutile au moment de l'envoi du texte à l'éditeur. Ouais, il faut juste qu'il y ait une cohérence interne. Par exemple, sur les guillemets et les tirets, moi, je sais jamais si l'éditeur, il va vouloir qu'on fasse dialogue encadré par des guillemets avec des tirets au milieu,
mettre des guillemets autour des incises, genre des dit-il ou pas. Chaque éditeur a un peu ses trucs, donc moi je fais ma cohérence interne et après ils se débrouillent pour mettre à leur charte, quoi. Ouais, cohérence interne, c'est important, t'as raison de le souligner, Chris. Parce que, Mais en fait, faut que l'éditeur ou le lecteur qui va te lire, ils comprennent direct. Ils disent, ah oui, là, ok, y a un retour à la ligne, un tiré, c'est un nouveau personnage qui prend la parole dans un dialogue, etc. Et si t'as choisi de pas du tout mettre de tiré et de faire que des apostrophes, faut pas que d'un seul coup, j'en sais rien, tu te mettes à introduire des tirés alors que t'en as jamais fait. Ou, enfin, faut qu'il y ait une cohérence interne. C'est mieux pour ton lecteur, ouais. Voilà. pour celles qui sont publiées, vivez-vous de l'écriture? Si vous avez une activité autre, que ce soit la principale ou qu'elle soit mineure, quelle est-elle? Comment gérez-vous votre temps entre les deux? Bah, moi, je gère mal ou je gère. Je sais pas comment vous dire. Du coup, oui, alors non, j'en vis pas. Oui, j'aimerais. Non, j'adorerais, vraiment, j'adorerais. Et j'espère un jour. De l'écriture au sens large après, hein, pas nécessairement que des romans, mais ça peut être aussi de tout ce qu'il y a autour. De l'écriture au sens large, ça peut être aussi des ateliers d'écriture, des tables rondes, des interventions scolaires et tout. Pas forcément juste de mes droits d'auteur, mais c'est un truc que j'aimerais vraiment beaucoup. Et à côté, du coup, moi, je travaille dans la com, donc dans la publicité, pour un établissement culturel. Donc, c'est la culture comme les livres, mais c'est pas les livres. Voilà. Et moi, on peut dire que je vis de l'écriture, mais au sens très large, dans le sens où à côté de ça, je suis en freelance et j'écris des newsletters, je fais des missions de copywriting, donc en gros de conception-rédaction, plutôt sur le côté marketing. Mais en fait, je trouve que ce qui est un peu difficile dans les activités créatives comme ça, c'est que, par exemple, pour 2024, je pourrais dire que je ne vis que de l'écriture de mes romans. Parce que comme Du thé pour les fantômes a été vendu à plusieurs romans, à plusieurs pays étrangers, j'ai l'argent des traductions qui va tomber. Donc ça, plus mon avaloir de mon troisième roman, voilà, va faire qu'en gros, ça me fait un salaire pour 1 an. Mais l'année d'après, s'il faut, j'ai 0 €. Donc, il faut bien que je garde quand même mon activité à côté parce que c'est précaire, en fait, tout simplement. Donc, et sur la question du temps, moi, je travaille vraiment par phase. Enfin, dans l'écriture, on me demande tout le temps, est-ce que tu as une routine? Bah, pas vraiment, parce que il y a des phases où je vais être en début d'écriture, où ça va me prendre du temps, où je vais être à fond dedans. Et je sais pas, par exemple, le matin, je vais faire mon activité freelance et l'après-midi, l'écriture. C'est jamais aussi propre et net que ça, hein, évidemment. Et puis d'autres périodes où je vais pas écrire du tout, où ce sera une période plus de correction avec mon éditeur. Et donc, il me dit, tiens, je te renvoie les épreuves, j'en ai besoin pour dans 3 jours parce qu'on est hyper pressé. Bon, bah là, pendant 3 jours, je fais que ça. Et après, je n'entends plus parler pendant 1 semaine et j'écris plus du tout. Donc voilà, je fais un peu comme ça vient en fonction des phases et j'essaie de m'organiser comme ça. Et juste, je sais que Marie, toi, avant, il y a une période où tu as vécu de ça, une période où tu étais aussi en freelance et tu as arrêté. Qu'est-ce qui t'a poussé à arrêter? Ouais, alors moi du coup j'ai fait ça pendant 4 ans vraiment à mon compte où j'étais autrice, autrice, Le lapsus. petit lapsus. Et c'est un peu pour ça que j'ai arrêté de l'être d'ailleurs, parce que j'ai fait ça pendant 4 ans. C'est exactement un truc qu'on pourrait trouver dans tes textes pour le coup, tu vois. Oui, c'est vrai. c'est trop bien, franchement, ça marche trop bien. Je pourrais le remettre. Et en fait, moi, j'ai un peu comme Christelle, en fait, j'avais plein de casquettes différentes. Je faisais du coup des missions de ghostwriting, des missions de rédaction, je faisais un peu de correction, des lectures de manuscrits. Mais bon, c'était quand même le plus rémunérateur, c'était vraiment les missions de ghostwriter. Tu peux juste expliquer en 3 mots ce que c'est. Ah oui, en gros, c'est écrire des romans de commande pour vraiment schématiser, sous pseudonyme, parce que c'est pas moi qui ai les droits. Et du coup, j'ai adoré faire ça. C'était vraiment très intéressant, mais c'était très précaire. Et comme j'habitais à Paris avec un loyer et tout le coût de la vie qui va avec, plus ces énormes angoisses de savoir en fait où je vais, et je voyais aussi, j'étais impliquée à la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse à l'époque, et je voyais un peu toute la précarité qui allait avec. Et j'ai décidé de me réorienter. Ce dont je suis très contente parce que je trouve que j'ai un rapport plus sain à l'écriture maintenant aussi. Enfin, je suis plus apaisée de façon globale avec tout ça. Mais je regrette pas d'avoir fait cette aventure-là aussi.
C'était assez risqué en fait avec le recul parce que j'ai vraiment fait ça dès mon master 2 en mode YOLO, allez hop, on y va. Mais ouais, c'était très formateur. Autre question. J'ai le sentiment que depuis le Covid, les traductions des livres étrangers en France mettent plus de temps. Qu'en pensez-vous? Et si oui, à quoi c'est dû? J'étais assez étonnée, moi, de cette question, parce que j'avais pas forcément observé la même chose. Donc voilà. Après, peut-être était-ce... Enfin, il y a eu un impact, mais ça va mieux maintenant, mais il y a eu un impact à la suite du Covid. En fait, il y avait des gros problèmes d'approvisionnement en papier, en fait. Hein. Donc, il y a pas mal de textes qui ont été... Enfin, s'ils étaient programmés, ils ont été un petit peu décalés dans le temps, ou il y a eu des livraisons qui ont pris plus de temps. Mais j'ai le sentiment que le problème est plutôt résolu, donc je suis un peu étonnée. Je sais pas si Léa, toi, t'as observé ça. Non, la crise des matières premières, ça a été un gros problème. Enfin, moi, je sais qu'en tous les cas, dans le manga, ça a été un gros problème parce qu'on tire à des nombres d'exemplaires qui sont très, 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 très volumineux et on utilise énormément de papier blanc, un peu low cost. La Enfin, pas un blague peu low dans le monde de l'édition, c'était que tout le papier partait pour le manga. Bah voilà. Et il faut savoir qu'il y a eu un énorme boom, mais quand je dis un boom, on a quasiment doublé nos chiffres d'affaires, toutes les maisons d'édition de manga, à cause du pass culture, à cause du fait que les jeunes étaient coincés chez eux et qu'ils n'avaient rien d'autre à faire que de lire des livres. Pour plein de raisons, on a eu une explosion du marché du manga pendant le Covid. Et en fait, il n'y avait tout simplement plus de place chez les imprimeurs. Il n'y avait plus de papier et plus de place chez les imprimeurs. C'était la bagarre, c'était l'octogone pour faire imprimer ces livres. Et en fait, je pense que c'est que énorme chez les imprimeurs et les fournisseurs se battaient, hein, c'était assez impressionnant pour réussir à avoir des places. On fait qu'il y a peut-être des choses qui ont été décalées dans le temps, comme disait Laure. Mais ça s'est un peu tassé aujourd'hui et j'ai la sensation que les choses sont plutôt rentrées dans l'ordre. En tous les cas, pour mon marché, celui que je connais très bien, voilà, le manga, les choses sont plutôt rentrées dans l'ordre, quoi. Je me demandais si cette personne parlait éventuellement de tout ce qui est la grosse mode des éditions reliées collector, mégalux, etc., notamment dans la romance et tout. Parce que là, effectivement, c'est très souvent des traductions de livres étrangers. Et ça, j'ai l'impression que oui, pour le coup, ça met plus de temps parce qu'il y a des délais chez les imprimeurs qui sont dingues pour tout ce qui est jaspage, notamment. Ouais, Genre, ça rajoute 3 mois. Ouais, en fonction de ton degré de fab, ça peut prendre beaucoup plus de temps et ça peut prendre beaucoup plus de temps parce que les livres sont pas nécessairement faits en Europe aussi. C'est-à-dire que bah on a certains façonnages qui sont possibles de faire et d'être rentables que en Asie ou dans d'autres pays. En gros, l'Asie c'est l'endroit le moins cher hein, pour le faire. Le livre c'est comme tout le reste. Voilà, t'as certaines fabrications que tu dois délocaliser dans certains pays parce qu'ils sont spécialistes de ça. Et peut-être que ça joue, je sais pas. Que du coup, Mais comme dans ça ce imprimé cas, plus loin. Il y a un conteneur qui était coincé sur le canal pendant quelques temps. Il y avait plein de produits dessus, mais il y avait notamment quelques livres aussi et quelques éditeurs qui ont été bloqués. Ouais. Ma maison faisait partie. Moralité, il faut pas faire imprimer en Chine, c'est pas une bonne idée. Mais après, ouais, il y a des trucs en Europe de l'Est aussi, mais du coup, les délais sont pas si longs que ça. Non, ouais. Bah, je sais que quand tu rajoutes un jaspage, mon éditeur m'a dit c'est plus 3 mois dans ton calendrier. Déjà. En gros. Jaspage, c'est compliqué. Surtout si tu fais des jaspages à motifs et tout. Oui, ça, je veux bien le croire. Voilà. Et du coup, ce serait peut-être plus dans ce cas-là, pas une relation de cause à effet, mais de corrélation. C'est-à-dire que comme c'est les romans étrangers sur lesquels on fait ce genre de fabrication, bah, on a l'impression que c'est parce qu'ils viennent de l'étranger, mais en fait, c'est juste qu'on leur fait une fab qui prend du temps, quoi. Certains auteurs, Cécile Duquesne, Guilhem Méric, ont commencé à parler de ChatGPT. Qu'en pensez-vous? L'avez-vous déjà utilisé dans votre travail d'auteur? Cela va-t-il faire, d'après vous, l'objet d'une chasse aux sorcières dans les maisons d'édition? Amazon piste apparemment les auteurs qui s'en servent pour les auto-éditer. Qui se lance? Léa, je crois que tu avais un truc à dire sur un manga. Alors déjà, je trouve que c'est hyper intéressant comme question. Moi, dans mon domaine, il n'y a pas vraiment ChatGPT parce que c'est de la BD et que du coup, bon, voilà. Par contre, on a des trucs hyper intéressants sur Midjourney, qui est l'IA la plus connue de génération d'images. Et on a notamment un mangaka japonais qui a fait un manga, donc vraiment une histoire de A à Z entièrement avec Midjourney. Donc chacune des cases de son manga est une image générée par une IA. Et c'était
parce que lui, il voulait raconter une histoire et qu'il trouvait pas d'illustrateur pour l'illustrer, en gros, qui s'est lancé dans ce truc-là. Voilà, après, je suis pas sûre, il a dû le mettre gratuitement sur Internet, mais je suis pas sûre que ça a été licencié par un éditeur ni quoi que ce soit. De toute façon, ça pose tous les problèmes de droits d'auteur qu'il y a autour des IA aujourd'hui et qui sont, enfin, où il n'y a pas d'encadrement légal. Bref, c'est un peu la jungle encore, tout ça. Mais en tous les cas, ce que je trouvais intéressant, c'est que les artistes asiatiques avaient un peu réagi par rapport à ça et c'était un peu comme c'était un peu symptomatique de la manière dont on utilise les IA, c'est-à-dire qu'il y en avait qui disaient ça m'intéresse pas du tout, moi j'ai pas du tout besoin de ce genre d'outils pour mon travail, pour travailler, et il y en avait d'autres qui disaient ah c'est pas mal pour faire des brainstorms, des brouillons, trouver des idées d'inspiration, donc plutôt comme un moyen et pas comme une fin en soi. Après voilà, concernant ChatGPT, moi j'ai pas vraiment d'anecdotes ou de trucs côté éditeur à raconter, voilà, pas dans mon domaine en tous les cas. Si le sujet vous intéresse, je pense que vous devriez aller voir le documentaire qui vient juste de sortir de Jeannot Ce Livre, qui fait des super documentaires. Et là, elle vient d'en sortir un vraiment juste là, les jours précédents, sur ce sujet exactement, sur les IA. Et elle va interviewer plein de personnes. Elle a interviewé un chercheur américain qui a écrit un livre avec ChatGPT. Elle interviewe une personne de la Ligue des auteurs jeunesse, parce que la Ligue, c'est un sujet dont ils essaient de s'emparer parce que c'est un vrai sujet. Je crois qu'il y a peut-être aussi des éditeurs qui prennent la parole. Enfin voilà, vous verrez, c'est vraiment hyper. Enfin, c'est un super documentaire parce que c'est vraiment un sujet qui interroge à la fois la société en général, le grand public. La preuve avec cette question, les créateurs, donc les illustrateurs, les auteurs et même les entreprises. Enfin, je sais que c'est un sujet aussi qui revient dans les institutions publiques. Il y a des festivals. Cette semaine, il y a encore un festival de tatouage, je crois, qui a utilisé une IA. Enfin, son affiche, en fait, elle est faite par Midjourney. Et du coup, ça a pris le taf potentiellement d'un illustrateur. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, moi, j'ai pas encore du tout de réponse là-dessus. Mais en tout cas, vous pouvez aller voir ça. J'avais vu une école d'art. C'était pas avec vous qu'on en avait parlé? Je sais plus. Une école d'art qui, pour faire la promo sur Instagram de son école, avait fait une pub avec Midjourney. Non, c'est pas avec nous, mais je trouve ça incroyable. Un petit peu ironique, voilà. Ah, de ouf. Il y a eu des bad buzz, hein. Il y a Michel Lafon qui a fait ils en parlent, je crois qu'ils en parlent dans le docu. Il y a Michel Lafon qui a fait une couverture avec une IA, qui a fait plutôt un bad buzz, hein. Enfin, voilà, c'est un sujet. Il y a eu tout le bad buzz sur du nouveau truc de l'auteur d'Eragon. D'Eragon aussi, non? C'est pas lui qui a publié une nouvelle série. Alors, peut-être que je dis une grosse bêtise sur l'identité de l'auteur, mais je sais qu'il y a un auteur de fantasy jeunesse américain dont la maison d'édition a fait, pareil, une couverture générée par une IA. Et genre, c'est dramatique pour lui parce que quand tu vas voir la note de son roman sur Babelio, il a genre 1 étoile et que des gens du coup qui défoncent la couverture. Et en fait, c'est extrêmement triste parce que, en fait, ça, c'est absolument pas le reflet de la qualité de son écriture, quoi. Ouais, d'ailleurs, il y a des auteurs, des collègues auteurs en France qui commencent à mettre des clauses dans les contrats d'édition qui disent que ils ne veulent pas que leur couverture soit faite par une IA. Je crois, globalement, enfin, je crois que c'est la personne de la Ligue qui en parle, mais même j'ai des amis auteurs qui m'ont parlé de ça. Parce qu'après, effectivement, ça te retombe dessus, en fait, c'est hyper grave. Enfin, si genre toi t'es même pas au courant, enfin comme tu dis, après ça peut foutre en l'air un livre, quoi. Ouais, c'est ça, c'est Christopher Paolini, son roman c'est Fractal Noise, si vous voulez aller voir du coup de quoi il en retourne sur internet. Et vraiment j'ai trouvé ça vraiment hyper triste pour lui, quoi, parce que il méritait pas ça, quoi. Enfin, il méritait pas que son texte soit jaugé à l'aune du bad buzz du choix éditorial de la couverture, en fait. Voilà. Ouais, j'ai appris que La Talente, qui est un très bon éditeur indépendant en France, a eu un problème comme ça, puisqu'ils ont fait appel à un illustrateur pour faire l'une de leurs couvertures, avec qui ils bossaient depuis longtemps, et se sont aperçus après que l'illustrateur avait utilisé Midjourney ou je sais pas quelle IA pour faire sa couverture, et du coup ils ont dû sortir un communiqué de presse et tout, quoi. Donc ouais, c'est compliqué. Après là, on a surtout parlé d'images au niveau du texte. Oui. Franchement, je vois pas trop l'intérêt d'écrire avec ChatGPT. Enfin, oui, peut-être pour écrire des essais, des livres que tu vas vendre 20 balles dans une espèce de système pyramidal pour apprendre aux gens à faire des formations sur comment devenir riche. Ok, mais pour écrire de la fiction, je vois pas trop le truc.
J'ai toujours, à l'époque où ça avait commencé, il y avait, on en avait parlé ensemble, mais je sais pas dans quel cadre, mais il y avait un truc sur Amazon qui avait été vendu par un mec qui faisait un livre pour enfants avec une couverture IA et le texte IA, et c'était les aventures d'un petit écureuil qui apprend à faire des économies. Et vraiment, je le trouve formidable. Enfin, je trouve ça extraordinaire. Pardon. Bah, oui, c'est sûr que ça peut prendre le boulot de plein d'auteurs qui font des livres à la chaîne sans trop se poser de questions sur ce qu'ils écrivent, parce qu'effectivement, si tu mets pas d'humanité dans ce que t'écris et un petit peu de toi-même, bah forcément, une machine peut le faire à ta place, quoi. Ça peut être un peu dur ce que je dis, mais moi, je pensais, enfin, vraiment, le jour où j'ai découvert ChatGPT, je me rappelle exactement où j'étais, à quel moment j'étais, parce que ça m'a fait un choc. J'étais en Irlande, dans ce café-là, au bord de la mer, et c'est Guillaume, mon mari, en face de moi, qui m'a dit, regarde. Et vraiment, j'ai poussé un cri dans le café, genre tout le monde s'est retourné vers moi parce que j'ai dit à ChatGPT, genre, écris une scène à la Jane, non, style Bridgerton de rencontre entre un homme et une femme. Et vraiment, c'était exactement ça. Enfin, ça m'a fait un choc en fait. Et du coup, j'ai tout de suite pensé aux personnes qui vivent de ça et qui écrivent genre 2 romans par mois sur Amazon, qui écrivent au kilomètre et dont forcément tous les romans se ressemblent parce que bah, quand tu écris aussi vite, c'est travail un peu à la chaîne, quoi. Bah, je me suis dit comment elles vont faire parce que là, pour le coup, une IA le fait quasiment aussi bien qu'elle, quoi. Ou alors Après, elles vont s'en servir pour écrire encore plus vite, je sais pas. Ouais. Mais qu'est-ce pour qui le va les moment, différencier, quoi? ouais, pour le moment, bah, après, voilà, c'est que c'est aussi aujourd'hui, mais ça va évoluer. Enfin, il y a plein de histoires de Oui, ça va se réglementation aussi, perfectionner. comment ça va se passer à ce niveau-là. Mais pour le moment, c'est sur la longueur, je sais pas si ça. En fait, mais écoutez, regardez le reportage, franchement. Donc, Jeannot, ce livre, je vous le recommande. Et notamment donc l'interview de ce chercheur américain qui a écrit un bouquin avec ChatGPT. Ce qu'il explique, c'est qu'en fait, aujourd'hui, pour arriver à faire un truc qui se tienne vaguement la route, en fait, déjà, c'est extrêmement long parce que tu dois donner énormément de consignes à ChatGPT. En fait, c'est un travail en soi. Enfin, c'est comme, vous savez, en fait, c'est un outil Faut le maîtriser. et comme tous les outils, il faut des gens qui le maîtrisent, quoi. Et donc, une des voies d'évolution possible, c'est un peu comme quand Photoshop est arrivé, où on disait tous les graphistes vont perdre leur travail, alors qu'en fait, non. C'est juste que maintenant, tous les graphistes travaillent sur Photoshop. Enfin, il y a Voilà. aussi cette piste qui est possible, en fait. C'est quoi. devenu un outil, quoi, en fait, Mm. ouais. Bon, Ouais, en tout ouais. cas, allez regarder. Enfin, si c'est des questions, je pense que ça ouvrira le débat. Oui, c'est C'est intéressant. infini, quoi. On Et pourrait ça, faire je un trouve- épisode, là, je pense, sur ce truc. Ouais, Mm. carrément. Mais en plus, genre, j'en reparlais récemment, bah, Marie, on en parlait ensemble, mais sur ChatGPT aussi, en fait, j'ai compris littéralement avant-hier que c'était pas vraiment une intelligence artificielle, mais que c'était juste un truc de probabilité. En fait, c'est vraiment, il est nourri avec un corpus de texte hyper large, et c'est juste un truc de probabilité de quel va être le prochain mot. Et donc, bah, forcément, il y aura jamais de l'originalité si on part de ce principe-là, quoi. Et en plus, le bazar, il est nourri avec des textes qui ne sont pas tous dans le domaine public, en fait. Il est nourri avec Harry Potter, avec Hunger Games, et c'est chaud. Enfin, genre... Ouais, ouais, ouais. bah, Typiquement, les des images pour Bridgerton, les oreilles, hein. non, mais il y a ça aussi avec Game of Thrones. Enfin, il a été nourri aussi avec des textes qui, normalement, ils sont pas censés les piquer, quoi. Enfin bon, il y a aussi ce genre de problème-là que ça pose, quoi. oui, bah, typiquement Pareil pour pour les les images, images. c'est ça, ouais, Mmh. voilà. C'est ça Ouais. le problème. C'est que plein Bah ouais. d'artistes qui ont passé des dizaines d'années à perfectionner leur art sont pillés par Midjourney qui sort une image comme ça en 2 secondes, quoi. Ouais. On a fini cette partie publication et monde de l'édition et on passe à la dernière partie, technique et méthode d'écriture. Première question, comment retrouver la motivation d'écrire après une longue pause? Alors, on a 2 épisodes qui peuvent t'aider là-dessus. On a l'épisode Comment retrouver l'inspiration et l'épisode 18 techniques pour écrire plus. Mais est-ce que là, les filles, vous avez un conseil à donner sur retrouver la motivation après une longue pause d'écriture? Moi, Je ça me m'arrive sens pas souvent de la faire plus- des... Ah, vas-y. Non, je me sens pas la plus à même de répondre, donc Je vas-y, crois Léa. qu'on en avait bien parlé en vrai dans les Ouais. épisodes. On a trouvé plein d'astuces, de conseils et tout qui étaient pas mal. Moi, ça Léa, m'arrive t'allais souvent de dire faire quoi? des longues pauses, ouais. Et le truc qui me motive généralement, c'est de consacrer vraiment une semaine à me remettre dans un projet. Mm. Faire, si je travaille, bah, si t'es étudiant, que tu travailles, tu te prends une semaine de vacances. Voilà. Et tu fais ça pendant une semaine. Et après, tout le monde peut pas forcément faire. Enfin, si t'as une Non, famille non, et ou un tout. week-end, tu vois, Oui, mais voilà. tu prends un temps et tu décides que ce temps-là, il est pour l'écriture et idéalement, sur plusieurs jours, c'est mieux, quoi, pour vraiment te replonger dans ton projet. Ouais. Moi, en général, enfin, les longues pauses, je pense, je les fais pas forcément
en milieu de projet. Je l'ai fait entre les projets. Et du coup, la longue pause me donne envie de m'y remettre. Là, c'est là où je suis en ce moment. C'est ce que je disais, je crois, dans l'épisode précédent. C'est que j'ai pas écrit pendant de projets perso, je veux dire, pendant presque 6 mois. Et du coup, d'un coup, là, j'ai genre 4-5 idées qui viennent parce que la frustration, petit à petit, s'est construite et a donné lieu à la motivation. Mais je comprends que quand tu es au milieu d'un projet que tu as laissé tomber, ça peut être dur de t'y remettre, de dire « Oh, faut que je reprenne tout depuis le début, je sais plus où j'en suis. » Peut-être juste se relire depuis le début ce qu'on a fait déjà. Non, malheur. Juste relire, j'ai pas dit corriger, Horreur, juste malheur. relire pour ressavoir où t'en es, parce que c'est vrai Au que t'as moins, presque ton dernier oublié en ça fait. peut être, ça peut être un peu démotivant. Moi, je fais des pauses dans mes projets, parfois pas par choix. Genre là, juste salon du livre tous les week-ends, travail la semaine. Et comme toi, en vrai, j'avais plutôt l'envie de reprendre. Enfin, ça m'avait plutôt, comment dire, Ça donné un genre de frustration qui t'a donné envie de t'y remettre. parce que c'était dû au temps aussi. Le fait que je ne pouvais pas écrire, je pouvais pas écrire. Et du coup, enfin, quand tu peux, bah là, c'est plutôt. Mais sinon, oui, je pense qu'on avait effectivement donné plein de conseils dans les épisodes sur le sujet, aller faire autre chose, regarder des fictions. Enfin, je crois qu'on avait donné plein de tips dans l'épisode. Parler météo, la décrire, est-ce vraiment un souci, comme le disait Elmore Leonard, désolée, je ne sais pas qui c'est, alors qu'elle permet de poser une ambiance, voire même de jouer un rôle de métaphore du ton ou des émotions d'une scène ou des persos. On sent que tu as déjà un avis sur la question. Et on a fait un épisode récemment sur les descriptions où on parle exactement de cette question-là. Donc peut-être que là, on va pas s'étaler dessus. Je te conseille d'aller écouter cet épisode puisqu'on y répond déjà. Écrire une série en plusieurs tomes, comment gérer le rythme tout du long? Et là, on se tourne vers la seule parmi nous qui peut avoir une réponse puisqu'elle l'a La fait. seule suicidaire. Le maître Jedi. C'est Marie. Ouh là là, c'est très complexe ça comme question. En gros, le conseil général que je pourrais donner, ce serait de penser les tomes en arc narratif pour réussir à faire un découpage qui se tient, qui fait que les tomes se tiennent indépendamment les uns des autres. Et sinon, en vrai, il n'y a pas vraiment de méthode miracle. Hein, c'est beaucoup mais même moi, j'ai fait des arcs narratifs et finalement, il y a des tomes que j'ai pas arrêtés au même endroit parce que l'histoire a évolué. Mais oui, il faut avoir quand même une idée assez claire de où ça commence, où ça termine, où ça va enchaîner pour le tome suivant. Et puis après, faut essayer, recouper, refaire des essais, se tromper. Malheureusement, il n'y a pas de. Truby serait peut-être pas d'accord. Ah, on n'avait pas encore eu le point Truby. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Truby et de l'anatomie du scénario. Une question un petit peu liée. Garder le même style sur un texte entier, compliqué, car parfois l'humeur, le mood influence le style sans qu'on s'en aperçoive. Est-ce que vous avez ce problème-là? Moi, oui, clairement. J'ai carrément ce problème. Toi, non, Marie? En fait, non, je crois pas. Je sais pas, je me pose pas trop la question, je pense, sur le premier jet en tout cas. Je pense que je réharmonise après. Ouais, si. On peut être tout simplement, même moi, j'arrête jamais de lire. Je sais qu'il y a des auteurs qui ne lisent plus pendant qu'ils écrivent, ou en tout cas au minimum par le même genre, etc. Moi, pas du tout. Je continue à lire, à faire ma vie de lectrice complètement. Et parfois, du coup, ça peut un peu se sentir, je trouve. Mais ça, c'est au travail effectivement à la réécriture, par contre. Quand tu te relis, est-ce que tu arrives à savoir, ah oui, là j'étais en train de lire ça, là quand ça. Peut-être quand même pas, mais en tout cas, je sais que parfois je peux être un peu, surtout au début. En fait, moi, ça me le fait surtout au début quand je cherche justement le ton de l'histoire et que je sais pas encore tout à fait. Je peux être parfois un peu infusée par un truc que je viens de lire. Ouais, je suis complètement d'accord. J'ai beaucoup ce problème, moi, un chapitre, je vais écrire dans un truc un peu oral, un peu familier, et tout le chapitre d'après, un truc hyper écrit. Et oui, en fonction de ce que j'ai l'impression que le chapitre exige, la scène, le moment et tout, en fonction de mon humeur. Et c'est clairement à la réécriture que ça se réharmonise. J'avais vraiment ce gros problème-là sur Du thé pour les fantômes, où j'avais ces deux moods, en fait. Où j'avais des moments beaucoup plus écrits, lyriques, poétiques, et des moments beaucoup plus oraux, un peu drôles et tout. Et je me disais, mais j'ai l'impression qu'il y a 2 livres en un, ça matche pas. Et en fait, à la fin, j'ai compris que c'était le mélange des deux qui était le ton de ce livre, et ça, je l'ai refait à la réécriture. Et donc, on vous renvoie sur l'épisode qui paraîtra le mois prochain, sur la réécriture, puisqu'on parle aussi de cette question-là.
Alors là, méga question qui pourrait faire l'objet d'un épisode complet, mais on va essayer de l'aborder rapidement. Sur la transformation du personnage principal. Tout le monde dit que c'est important, mais personne n'explique les mécanismes, le comment. Qu'est-ce qui fait qu'un personnage se transforme? Est-ce que vous pouvez donner des exemples? Ouais, on écarquille tout. Moi, je dirais je dirais la meilleure façon, ce serait de lire le voyage du héros, qui donne une bonne trame globale de la transformation du héros. Donc de Joseph Campbell, qui est un peu la base sur ce sujet. Là, du coup, c'est le point de Ruby, hein, mais Oui, j'allais le dire. il donne vraiment. Alors, c'est encore une fois, je fais mon disclaimer à chaque fois, c'est pas à suivre à la lettre, mais si tu veux des exemples concrets de comment un personnage se transforme, tu as des chapitres entiers sur le personnage, les 22 étapes concrètes de transformation du personnage. Et voilà, il y a 22 étapes, donc tu peux tout savoir. Bon courage. Ouais, voilà. Mais sinon, on te conseille d'aller écouter un épisode qu'on a fait sur les personnages, donc écrire des personnages complexes et attachants. Je pense qu'on parle un peu de ça. Mais c'est vrai, je pense qu'on dit beaucoup qu'il faut que le personnage se transforme, évolue. Mais comment concrètement? Je pense que d'une scène à l'autre, il n'agit pas pareil. Enfin, qu'il y a des événements, des péripéties qui lui font se poser des questions, soit consciemment, genre ah mince, j'étais méchant, il faut que je devienne gentil. Bon, en général, c'est pas aussi frontal que ça. Ou qui le poussent dans ses retranchements, justement, qui vont venir mettre en exergue ses défauts, justement, qu'il doit transformer. Ouais, ses défauts ou ses doutes aussi, ou ses croyances. Ça peut être ses croyances aussi, ça on y pense moins. On est souvent sur le caractère, mais parfois ça peut être aussi sur dans une dystopie, ça peut souvent être ça. Le personnage croit qu'il est dans un super monde et il se rend compte petit à petit des énormes défauts du système et de son gouvernement. Enfin, c'était pour donner un autre exemple pour une fois que le caractère. En tout cas, ouais, c'est en général des confrontations avec d'autres personnages qui ont effectivement des croyances différentes, des valeurs différentes, des agissements différents, que ça va les forcer le personnage à soit renforcer ses défauts au sens large, donc ses fausses croyances dans le roman, etc., pour qu'à un moment, ça l'amène dans une impasse et qu'il soit obligé de changer pour avancer dans l'histoire, ou que de manière plus linéaire et plus organique, il soit obligé de se rendre compte qu'il doit changer. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire très 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 rapidement, mais ça fera sans doute l'objet d'un épisode complet. Plus sur notre méthode d'écriture concrète, quels sont les logiciels que vous utilisez pour écrire? Comment vous organisez-vous? Utilisation des tables des matières pour le plan ou un document par chapitre? Moi, c'est Google Doc. Hein. Voilà. Moi aussi, comme Marie. Je déteste écrire sur Google Docs. Pour moi, c'est vraiment ma némésis. Voilà. On est tout le contraire, Chris. Mais du coup, je comprends pas. Justifie pas et pas sur Google Docs. Mais justement, toi, Léa, qui est une obsédée de la typo et tout, comment tu fais pour écrire sur Google Docs? Ça fait aucun espace insécable, ça fait des merdes typo partout. Comment tu fais? Franchement, ces petits détails-là, ça m'est un peu égal, j'avoue. Après, quand vraiment j'ai fini un texte, en fait, Google Docs, c'est extrêmement pratique parce que tu peux y accéder de partout. Dès que tu as Internet, tu peux y accéder sur ton smartphone, tu peux y accéder sur ton ordi. Ce que je trouve pratique, c'est que c'est hébergé quelque part. Après, quand c'est fini, je pense que je ferai un gros tout copier-coller dans un Word et que je fignole le truc sur Word, quoi. Tu vois, quand vraiment le truc, il est fini et que j'en suis au point où soit je veux l'imprimer et là je fais vraiment dans l'orthotypo fine, limite je vais le mettre sur InDesign moi, enfin sur Word oui ou sur InDesign parce que c'est le logiciel sur lequel j'ai le plus l'habitude de bosser. Sinon des fois quand je publie des trucs sur Archive justement, donc sur des sites internet où je partage des fanfictions, je mets carrément des balises dedans, donc je mets des slash I en gros balise ouverte I, fermer la balise I pour mettre un mot en italique parce qu'il faut faire du HTML. Donc il y a des fois c'est carrément ça ma mise en forme, c'est pas du tout de la mise en forme pour le print, c'est de la mise en forme pour l'écran quoi. Du coup ouais, ça va être plus facile de le faire sur du Word par exemple ça. Mais pour bosser vraiment sur les textes, ouais je suis sur Drive parce que c'est juste la praticité de pouvoir accéder à son fichier partout. Et la sécurité aussi. La sécurité. Oui, Alors moi j'étais sur, moi je suis beaucoup sur Word, mais en fait encore hyper récemment j'étais
Enfin, ma clé USB d'un coup plus reconnue par l'ordinateur. Il y a ma vie dedans. Et Mais genre, ça, c'est hyper dangereux, faut jamais faire ça. de quoi? Mettre toute sa vie dans une clé USB. Oui, on est d'accord, mais voilà. Et du coup, là maintenant c'est sur Drive. Hein. Mais non, mais moi je bosse Sur sur quel- Word, mais c'est dans ma Dropbox. Du coup, c'est Word. Il me fait les E dans l'eau, il me fait les espaces insécables et tout. Ouais. Et c'est de la Dropbox, donc pareil, je peux y accéder de n'importe où. Il est synchronisé. Parce que là, franchement, Drive, ça me rend ouf. Chaque fois que tu mets 2 points c'est chiant. pour ouvrir Franchement, un c'est méga dialogue, tu fais 2 points entrée, ce connard te met un pouce, un Oui, emoji ça, pouce c'est en chiant. l'air. Ouais, c'est très chiant. Ah, j'ai envie de le tuer à chaque fois. Donc à chaque fois, tu es là effacé et tu fais tes 2 points espace à la ligne. Et bah du coup, quand on va aller dans le Word, après, il va falloir enlever tous les espaces après les 2 points. C'est trop chiant. Ah, moi, il me fait pas ça, j'ai dû le désactiver. Je pense que tu peux l'enlever, ce truc-là. Ah ouais? Ah bah faut que je le fasse parce que vraiment, ça me rend ouf. Parce que moi, j'ai pas ce problème, par exemple, donc j'ai dû le virer. Ah peut-être. Je vais regarder, t'as raison. Ouais, De mais non, mais m'énerver c'est comme nul. une tarée. Non, mais je suis assez d'accord que c'est pourri dans tous les cas. Dans tous les cas, c'est chiant sur plein de trucs. Oui, bah, les espaces insécables, c'est trop chiant en vrai. Genre, les points d'interrogation, ça me perturbe de. Ils sont pas. Ben, tu vois, genre, soit il est Oui. collé à la lettre, soit il Ouais. est hyper loin, et t'es là, genre, mais non, c'est pas censé être là. Enfin bon. Il me corrige automatiquement aussi des trucs qu'il comprend pas parce qu'il est un peu teubé. Genre un peu des verbes conditionnels dont il n'a pas l'habitude, il me les remet à Il me le l'infinitif. fait aussi. Je suis là, C'est non, je veux insupportable. un verbe conditionnel. Non, à l'infinitif. Non, au conditionnel, putain. Il me le fait trop aussi. chiant. Ça Ah me fait ouais, câbler un putain. peu, je Non, suis non, c'est d'accord. chiant. C'est vrai qu'il est pas, c'est pas ouf. Mais en termes d'écriture, Oui, enfin, du coup, là, collaborative, pour partager, c'était le mieux, ouais. ça, on n'a pas le choix pour écrire à 4 mains, c'est clair. Et du coup, la deuxième partie de la question, c'était comment est-ce que vous vous organisez votre écriture? Est-ce que vous utilisez un tableau pour le plan, un document par chapitre? Genre, c'est quoi votre organisation concrète de documents? Moi, j'ai que des Word. J'ai j'ai un Word pour mon plan, un Word pour éventuellement mes fiches personnages, un Word pour mon texte, et c'est dans une Dropbox. Et voilà. Et par contre, j'ai un seul grand document pour mon roman, où je saute des pages à chaque chapitre. Et voilà. Et même, j'ai tendance à écraser mes versions. Je sais qu'il faudrait pas que je le fasse, mais j'ai tendance à réécrire dans le même roman, dans le même document, je veux dire, au lieu de faire un document V2. Ah oui, moi, j'ai 42, 30, j'ai vraiment 36 milliards de versions. Et je les renomme à chaque fois. C'est pas le titre du roman, c'est la date, en fait. Oui, c'est plus facile après pour savoir exactement chronologiquement, si tu veux remonter dans une version précédente pour... Et comme je réécris beaucoup, pour moi, c'est hyper important. Ça m'est déjà arrivé d'aller sauver des trucs écrits 6 mois à l'avance. Hein. Alors par contre, quand je coupe, j'ai un document extrait coupé. Donc dès que je coupe, je mets ça dedans pour au cas où le récupérer plus tard. J'ai repioché. Et moi, j'ai carrément mes versions, voilà. Mais comme elles sont très différentes, j'ai vraiment Ouais. mes versions, et donc c'est la date à chaque fois. Ça, c'est pratique. Là, récemment, je me suis quand même fait un tableau Excel pour... ce que je fais d'habitude à la main, en fait. Mais là, j'avais pas de carnet sous la main. Et donc, c'est pour faire mes personnages au début. Ça, j'aime bien, même si je fais pas vraiment de plan, avoir au minimum mes personnages et qualités, défauts, faiblesses morales, révélations, etc. à la Troubi, quoi. Parce que ça me donne une base pour commencer à écrire et pas trop partir dans tous les sens sur la caractérisation du personnage, même si elle évolue. Donc pendant que j'écris, ils évoluent, je vais modifier mon tableau et je fais des allers-retours comme ça. Et ça, ouais, d'habitude, je le fais à la main, mais là, je le fais dans un tableau Excel. Ça marche aussi. Parce que ce qui est important avec ça, c'est de pouvoir mettre en vis-à-vis les valeurs, par exemple, de deux personnages principaux, de l'antagoniste et du héros, pour bien les avoir l'un en face de l'autre et vérifier que ça se complète ou que ça s'oppose et tout. Donc la forme tableau est pas mal pour ça. Et vous, Marie, Laure, Léa, vous organisez comment? Moi, je fais tout sur Google Doc et je fais un peu comme ce que Laetitia disait, c'est que je fais des titres en menu cliquable pour pouvoir retourner dans les chapitres plus facilement. Voilà, rien de bien compliqué. Et tes versions, Marie? Et toi, tes versions? Souvent, je réagrège. Enfin, oui, je les nomme en V1, V2, V3, je les télécharge en PDF et je les mets dans mon cloud pour les garder. Ah oui, un truc que j'ai aussi, c'est que j'ai beaucoup de notes dans mon portable. Ah, mais oui, bien sûr. Moi aussi. Oulala. Et dans les carnets. Alors moi, carnet à l'infini. J'essaie d'avoir maintenant un carnet par projet. Et j'ai un peu, genre là, j'ai un carnet un peu bazar. Je sais pas si vous voyez, genre j'ai le carnet bazar et après le carnet normalement pour le projet.
des fois, enfin, voilà, ça se... J'ai essayé de faire ça, mais évidemment, c'est jamais le bon carnet que tu as sous la main quand tu as une idée pour un autre projet, d'où les notes dans le téléphone, quoi. Bah, d'où le carnet bazar. Non, alors, il y a le carnet bazar pour, c'est pas le, t'as ton projet en cours, donc lui, il a son carnet. Et sinon, ensuite, c'est le carnet bazar. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Bah, du coup, moi, j'ai que carnet bazar parce que j'écris tout n'importe quoi. Toi, Léa, tu t'organises comment? Moi, j'ai pour chaque projet, pour les projets longs, hein, je parle pas des fanfictions, là, je parle vraiment des projets de mon projet perso. J'ai comme toi, un Google Doc où vraiment il y a le roman et un autre à côté de recherche où je copie-colle les trucs que je vais couper, ou des fois je copie-colle des liens vers des pages internet sur des sujets qui m'intéressent. J'en sais rien. Quelles sont les plantes qu'on trouve dans telle région? Je dis n'importe quoi là. Hein, les 5 types de fusils de tel truc, enfin vraiment des trucs hyper factuels, où je vais avoir aussi mon synopsis, où en gros c'est vraiment un gros fichier ressources et un gros fichier roman, et voilà. Ah, c'est marrant, toi, les liens, moi, je me fais des docs de favoris dans Google. Tu sais, des... Ah ouais, ouais c'est bien aussi, des ouais. favoris. Et Ok. d'ailleurs, ça me fait penser ce que tu dis pour Porcelaine, mon 3e roman. J'ai essayé de faire un espèce de truc d'archivage de tous les sites sur lesquels j'ai fait des recherches pendant l'écriture. Ah, oh, c'est trop rigolo. bien. Mais j'ai oublié les 3 quarts du temps, hein, donc c'est pas du tout exhaustif. Mais je me dis, c'est super intéressant, n'empêche, ou pas hein, d'ailleurs, de voir l'immense variété des types de sites sur lesquels je suis allée. Et je me dis, Ouais. ça serait marrant, en fait, de faire un genre de... Je me demande s'il n'y a pas un auteur qui a déjà fait ça, un genre d'expo, avec imprimer, genre, tous les sites sur lesquels il avait fait des recherches pendant son écriture. Et il y a un côté, t'es allé voir tout ça juste pour écrire ce roman sur des sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Où Ouais. tu retrouves le lien, tu te dis, mais pourquoi j'ai cherché ça, en fait, pour écrire quoi, quel passage? Des trucs de micro-détails. Et c'est assez drôle. J'adore Donc, j'ai l'idée. quelque part un document Word avec des liens comme ça, un peu aléatoires. Et dernière question. Ne trouvez-vous pas que l'écriture de romans est un peu trop influencée par celle du scénario depuis l'ère du cinéma et récemment de la série? Moi, je me demandais si c'est vraiment, est-ce que c'est l'écriture de roman ou est-ce que c'est la publication éditoriale, en fait? Ce sont deux choses différentes. Parce qu'en Ouais. fait, est-ce que c'est pas plutôt une tendance éditoriale, tout simplement aussi, à surfer sur ce qui fonctionne, sur des styles qui fonctionnent, sur, je sais pas ce que vous en pensez, les filles qui sont plus dans l'édition. Moi, je vais être honnête. Peut-être que je suis aveugle, mais j'ai un peu de mal à voir. Pour moi, en fait, enfin, à moins vraiment qu'on me donne un livre écrit comme un synopsis de série ou de cinéma. En fait, je vois pas vraiment en quoi l'écriture des romans elle est influencée par notre relation aux séries actuelles. Est-ce que c'est est-ce que c'est dans les descriptions? Est-ce que c'est dans les univers? Est-ce que c'est... J'ai un peu de mal à voir ce que la personne qui nous pose cette question veut dire en fait. Après, pour rebondir sur ce que disait Laetitia, oui, effectivement, on va retrouver, je pense, dans les choses qui sont publiées actuellement, des trucs qui font écho à ce qui fonctionne en ce moment, quoi. Aux grands thèmes aux grands thèmes culturels qu'on peut retrouver dans les séries, dans les films, la littérature, c'est aussi un écho de ce qui intéresse les gens en ce moment. Mais franchement, j'ai un peu de mal à comprendre, quoi. Ah, je sais pas, moi je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que Ah ouais? notre relation. Bon, alors on en a parlé aussi dans l'épisode sur les descriptions, où on parlait de manière dont on décrit, ou dans notre tête on se fait le film du roman et on essaye de retranscrire en mots le film qu'il y a dans notre tête. Enfin, quand même, je trouve notre vocabulaire déjà, il en dit beaucoup là-dessus. Et je trouve que ça impacte beaucoup nos imaginaires. Alors, est-ce que Ah c'est ouais? trop influencé? Je sais pas, c'est un jugement de valeur que je me risquerais pas à poser, mais peut-être que ça enrichit, tu vois. Je sais pas, en fait, il y a un côté où quand des auteurs écrivaient à l'époque où il n'y avait pas de cinéma, où c'est un média qui n'existait pas, je pense qu'ils écrivaient pas pareil, quoi. Mais ouais, mais c'est obligé. Ton écriture, c'est forcément le reflet de ta civilisation, quoi. Enfin, je veux dire, forcément, les auteurs de la Rome antique écrivaient pas comme ceux du XVIIe, qui écrivaient pas comme ceux du XIXe, parce que juste le monde était différent. Donc oui, probablement, en fait, si c'est vraiment de ça dont on parle, probablement, oui, bien sûr, notre écriture, elle est pétrie de ça, parce qu'on est tous sujets aux images, quoi. On vit dans une société d'images, donc forcément.
Ouais. Après, Moi, est-ce que... ouais. Ouais, vas-y, Marie. Non, mais en fait, moi, je serais pas aussi catégorique sur le fait que notre écriture s'inspire, enfin, reprend tous les process d'écriture cinématographique, parce que je pense qu'on va pas seulement puiser là-dedans, on va puiser dans du graphique, mais ça peut être aussi du graphique immobile. Je pense que ça dépend. Je pense que l'écriture, ça peut être un patchwork de plein de choses, en fait. Pas Oui, seulement oui, oui. un truc scénographié comme un scénario, quoi. Ah non, pas que, mais c'était une chercheuse, alors je vais dire des trucs hyper approximatifs, mais que j'avais interviewée dans mon ancien job, qui était à la fois sur de la philosophie et sur de l'analyse des médias, et qui montrait qu'en fait, la manière dont nous, on se représente notre vie avait évolué en fonction des médias dominants. Et c'était Ah hyper ouais. intéressant Ouais, ça doit être trop de intéressant, montrer ouais. que peut-être il y a un siècle, c'était vraiment le roman que chacun se percevait comme le héros du roman de Le sa vie. protagoniste, ouais. Voilà. Où vraiment chaque étape principale de ta vie était perçue comme une péripétie qui amenait vers la fin, un climax, fallait atteindre le bonheur, la fin du roman. Et, euh, et avec des expressions comme j'ai tourné la page, c'est un nouveau chapitre de ma vie, etc. Et après, il y a le film ou la série, où bah, là, je suis dans un nouvel épisode de ma vie, ou une nouvelle saison, un nouvel arc. On parle aussi comme ça, hein. Je suis dans mon nouvel arc narratif. Et elle parlait aussi du fait qu'on est passé du genre littéraire du roman à peut-être plutôt celui de la poésie, avec des formats extrêmement courts sur Instagram, sur TikTok, etc., où on est beaucoup plus par flash et où on perçoit peut-être plus notre vie comme, voilà, comme des flashs successifs et peut-être plus justement comme des micro-scènes ou des images immobiles. Enfin, voilà, je trouvais ça hyper intéressant et je pense que ça joue aussi sur nos manières d'écrire. Sur le fait, par exemple, que maintenant, c'est plus du tout à la mode les très longs chapitres dans les romans. Voire le pas de chapitrage du tout. Je veux dire, il y a une époque, les chapitres, ça n'existait pas, quoi. Là, maintenant, on a besoin, parce qu'il y a les coupures pub, parce qu'il y a aussi une fois un séquençage de la fiction, quoi. Je pense que c'est. Mais après, est-ce que c'est le scénario, est-ce que c'est le cinéma et la série, ou est-ce que c'est plutôt même en fait les réseaux sociaux? En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que globalement, on a un temps d'attention qui est vraiment très très mauvais, et le fait d'avoir, enfin, d'avoir peut-être l'impression qu'il y a beaucoup de textes qui sont plus dans l'efficacité, dans le, comme tu disais, des chapitres courts. Peut-être aussi on a moins besoin, je pense qu'on en parlait aussi dans l'épisode des descriptions, mais comme on a beaucoup vu de films et de séries, qu'il y a une culture un peu collective de pas mal de choses, des fois je pense qu'on a, avec quelques images de description, on a tout de suite dans nos esprits l'image parce que ça nous rappelle quelque chose qu'on a vu sans avoir besoin d'en écrire des tonnes aussi, donc on peut faire une économie là-dessus. Ouais. Peut-être qu'il y a moins de recherche littéraire pour une partie de la production et qui va plutôt chercher de l'efficacité, en fait. Mais je pense pas pour autant, enfin, ouais, je sais pas, je pense pas pour autant que la littérature n'existe plus, enfin, enfin. Oui, oui, je suis d'accord. Ouais. Ça représente une partie de la production. Ouais. Tu sens qu'il y a Exactement. certains romans qui ont été écrits limite pour être adaptés en film, quoi. Donc c'est moins de recherche Ouais. sur la forme du texte, plus, oui, de coller un petit peu au principe du scénario, mais c'est pas pour autant que, oui, comme tu dis, qu'il y a plus de textes à proprement parler littéraires et qui sont pas du tout dans cette mouvance-là, quoi. Ouais, ou des textes qui arrivent à faire un peu les deux et qui arrivent à faire à la fois quelque chose d'efficace et qui va quand même sur la recherche du texte. Pas évident. Mais ouais. Et nous arrivons donc à la fin de notre FAQ. Je sais même pas combien de temps. Je pense qu'on est à une bonne heure et demie d'épisode. Donc, merci beaucoup pour toutes vos questions. C'était super intéressant et varié. Et à noter aussi, j'étais étonnée, il n'y a pas eu 2 fois la même question. Donc, vraiment, bravo. Vous avez été hyper diversifié dans vos questions. Merci beaucoup. Et c'était donc la dernière réunion de l'année. Donc, on vous souhaite un très joyeux Noël, des bonnes vacances, des bons marchés de Noël, vin chaud, strudel, que sais-je, ce que vous allez manger et boire pour votre fin d'année. En tout cas, on avait vraiment été ravis de faire cette année 2023 avec vous. On va vous donner un dernier mot de l'année à écrire, ou un emoji, à écrire en commentaire pour dire que vous avez écouté jusqu'au bout. On a évoqué tellement de sujets. Ouais, c'est pas que évident. là, ah, je sais. Si vous y arrivez, ou si vous avez la foi de le faire, écrivez votre commentaire avec ChatGPT. Ah excellent. Ou alors, du coup, un écureuil si vous n'avez pas le courage. Ah oui. Voilà.
Un écureuil Soit un en petit oiseau. emoji écureuil, soit, si vous voulez nous divertir, allez sur ChatGPT, demandez-lui d'écrire un commentaire et notez-nous que c'est bien lui qui a écrit. Comme ça, on répondra à ChatGPT. Ça serait drôle que vous le mettiez pas et qu'on voit pas la différence. Ouais. Les crupis. Merci encore à tous pour votre écoute tout au long de cette année, vos commentaires, vos partages, ça nous fait toujours super plaisir. Et merci à toutes les 4 d'avoir été là pour chaque épisode de cette année, pour vos insights. On apprend toujours beaucoup les unes des autres et c'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast. Et je vous dis donc, organiser tout ça. avec grand plaisir. Oui. Et donc je vous dis à l'année prochaine pour la prochaine, je sais pas là, je ne compte plus, pour la 20e réunion du club où on discute d'écriture sans filtre. Salut! Salut! Salut!